Défécator, on défèque sur les fakes. Bienvenue à vous pour ce stream du lardi qui tombe aujourd'hui un lundi et en pleine journée parce que pourquoi pas. Euh, Nous avons en effet la chance, l'honneur, l'avantage d'une situation exceptionnelle que veut nous faire partager notre invité d'aujourd'hui, que j'accueille immédiatement. Miguel Montargès, qui est en direct depuis le Chili. Bonjour à vous Miguel. Bonjour tout le monde, c'est plaisir de vous voir depuis le Chili. Donc vous êtes actuellement au Chili en direct du VLT et c'est pour ça qu'on organise ce stream en fait parce que c'est vrai que on vous connaît, vous venez déjà régulièrement assister au stream et vous êtes dans le chat régulièrement, même dans les streams de Retro Gaming, mais aujourd'hui là on va vraiment parler astronomie. Oui, alors astronomie, ne trompons pas, effectivement, tout de cet endroit extraordinaire ici au Chili et qui est européen en fait, le VLT. Oui, tout à fait. C'est l'ESO qui a mis en place le VLT. Tout à fait, donc l'ESO c'est l'European Southern Observatory, donc ça veut dire l'Observatoire européen austral. Donc c'est-à-dire qu'il est vraiment au sol, donc ça n'a rien à voir avec l'ESA. Donc il y a des télescopes et des radiotélescopes aussi, dans le but d'observer le ciel de l'hémisphère sud. D'accord. Et alors donc là, vous êtes parti quelques jours comme ça, de manière subreptice, pour aller Subrogative. subrogative, pour aller donc sur le site du VLC, donc au Chili, du VLT pardon. Alors oui, donc ça a été vraiment. Alors normalement, donc, quand on va faire des observations, on est prévenu plusieurs mois à l'avance. Donc au minimum, on peut être prévenu 3 ou 4 mois en avance pour les observations classiques. Le souci, c'est que je ne suis pas là pour des observations, comme on en a parlé la semaine dernière dans un des streams. C'est que je suis là pour un documentaire avec France 5 et je remplace quelqu'un qui a attrapé la grippe. Et donc, mardi dernier, on m'a demandé de partir au Chili. Alors, initialement, on voulait que je parte le mercredi soir, donc le lendemain soir. J'ai dit, ah, quand même, j'ai quelques réunions encore. Et donc, on est parti vendredi soir pour Santiago du Chili. Donc, on est arrivé samedi. Et hier, dimanche, nous sommes montés ici sur la montagne. D'accord, donc alors oui, effectivement, peut-être on va en parler un peu, mais donc il est situé loin de la civilisation, évidemment, j'imagine pour éviter toute pollution lumineuse. Et donc vous avez fait un long trajet. Oui, avec un bilan CO2 qui n'est pas terrible, d'ailleurs, autant l'évoquer tout de suite. Bon, moi, j'ai rejoint le projet au dernier moment, donc on n'a pas pu en parler, mais c'est quelque chose enfin, un problème dont j'ai discuté avec le directeur du laboratoire, le LESIA, Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation d'astrophysique de l'Observatoire de Paris, et la directrice adjointe et l'administrateur, parce que nous sommes assez concernés par ça au LESIA. Enfin, on ne peut pas faire comme avant maintenant. Et donc on suit notre bilan carbone à chaque voyage, à chaque achat aussi, donc c'est quelque chose qui est vraiment pris très au sérieux au LESIA et auquel nous faisons attention. Et moi-même, depuis 2017, 2018, je sais plus, dans ces eaux-là, je compense sur mes données personnelles chacun de mes voyages en avion. Alors dire, ça va pas changer tout, mais je pense que déjà c'est mieux que rien. Comme disait Valérie Masson-Delmotte, contribuer quand même à des projets qui peuvent réduire les émissions de CO2 ailleurs dans le monde. Et le fait de soi-même se forcer à payer quelque part une taxe à chaque fois qu'on prend l'avion, eh ben, ça veut dire qu'on hésite plus facilement à le prendre dans ces cas-là. On se dit, ah oui, si j'en suis fidèle à mes principes, ce trajet, il va falloir que je banque un petit peu. Et donc, ça, voilà. Donc, je tenais à mentionner parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelqu'un récemment qui a fait une vidéo sur les glaciers, qui a été interviewé des glaciologues, qui a fait une très belle vidéo sur YouTube et qui prépare apparemment une vidéo sur la paléoclimatologie. Ah, tout Et à donc, je fait. pense qu'on peut pas, voilà, Qui va on peut pas sortir, faire, qui va sortir on peut pas imminemment. faire, on peut pas faire comme si de rien n'était maintenant et juste se dire, ben voilà, on va au bout du monde pour faire des observations ou pour enfin, tourner un documentaire. Et donc, on a vraiment pris une décision en se disant que ça allait avoir un impact et que ce serait important de faire ce documentaire malgré les émissions que ça allait engendrer.
Et alors ce documentaire, on peut en dire quelques mots en fait, c'est dans quel cadre? Alors, brièvement, parce que je sais pas trop, jusqu'à quel point je peux en dire, donc ce sera quelque chose qui est sur la nuit en général, donc ce sera pas juste sur de l'astronomie. L'astronomie occupera une petite place, dans ce documentaire, et il sera diffusé sur France 5, donc ça c'est la case, sciences grand format, dans, le courant de l'année, plutôt second semestre, je pense. D'accord. Ah bah, on va suivre ça avec attention, puis on l'annoncera bien sûr sur les réseaux sociaux. Alors, je remercie déjà tous ceux qui passent. Je reconnais des noms connus, des gens qui viennent souvent sur les streams de la chaîne, et c'est vrai que là, l'horaire est un peu inhabituel, hein. On est en pleine journée, mais parce qu'il y a un décalage horaire aussi avec le Chili. Donc, Ah oui, donc là pour moi il est, 10 heures moins 10 du matin, hein, donc je me suis levé tout à l'heure, j'ai pris mon petit déjeuner. La journée d'hier, en plus, a été très fatigante. Donc, on s'est levé à 4 heures du matin hier pour prendre un avion pour venir à Antofagasta et ensuite la voiture jusqu'ici. Et on a tourné jusqu'à 1h30 du matin. Donc, ça a été une longue journée, très très longue journée. Et c'est l'altitude, le voyage, voilà. Et donc, j'ai eu une nuit de 6 heures et me voici de nouveau. Et et, moi, je tenais à faire ça quand même. Parce que c'est le jour ici, donc autant en profiter. et du coup, je crois, du coup, enfin, on va pas y passer la journée parce que derrière, vous allez justement tourner le documentaire. Donc, on a un créneau limité, quoi. Oui, on a 1 heure et quart encore à peu près, voilà. Et après, il faut que j'aille au briefing pour la journée. D'accord. Alors, c'est vrai que par moment, j'ai des échos. Je sais pas d'où ça vient parce que ça vient et puis ça repart. Alors que je ne touche rien. Euh, c'est bizarre. J'espère que c'est supportable, hein, dans le chat. Vous nous direz. Euh, alors bien, pour commencer, alors oui, j'avais fait une affiche, bon, avec bah, une photo que vous avez prise sur place. Ouais. Donc là, on peut préciser que vous êtes dans les locaux du VLT, mais on ne va pas faire d'observation aujourd'hui, hein. Mais en plus, une observation avec le VLT, j'imagine que ça se commande longtemps à l'avance. Alors déjà, il est 10 heures du matin, donc pour observer, ça va être compliqué, hein, à part le soleil, mais c'est pas fait pour ça. Et en fait, donc là, je suis dans ce qu'on appelle la residencia, donc c'est l'endroit où on dort, hein, l'espèce d'hôtel qui est semi-enterré pour être le plus discret possible. Et donc là, j'ai demandé à utiliser un des bureaux pour pouvoir faire cette discussion avec vous. D'accord. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler donc de ce VLT, Very Large Telescope, au travers d'un very Large Talk, où on va pouvoir aussi répondre aux questions du chat. C'est une forme c'est un nouveau type de stream. C'est un stream conférence, en fait. Je pense on pourrait dire ça comme ça. Un stream conférence de Miguel Montargès sur Bon, on l'a fait un petit peu déjà, quand on avait fait sur BTL on avait un peu fait quelque chose de similaire finalement. tout à fait, voilà. D'ailleurs, je l'ai ramenée là, elle est là. D'accord. C'est vrai, c'est vrai. Magnifique, magnifique cravate. Alors moi Et je tiens à je, remercier mon ancienne étudiante en thèse qui m'a offert ça lors de sa soutenance en 2021. alors moi j'ai bien sûr, moi j'ai toujours le fermoir de cap offert par le bois d'acier On a que je chacun nos remercie. accessoires. Voilà, tous les accessoires sont en place. Euh, donc voilà, donc ce qu'on voit là en fait que j'ai utilisé pour faire cette petite affiche, c'est une photo que vous avez prise sur place. Oui, hier soir, donc c'était au coucher du soleil, hein. Donc là, le soleil est déjà couché sur cette photo. Et on voit, alors j'étais heureux de ne pas observer hier soir, puisque comme on le voit, il y a des nuages. Donc il fait plus beau coucher de soleil, c'est quand il y a des nuages, malheureusement. Donc là, on voit sur la gauche de l'image, c'est plus rouge, donc c'est vers l'océan Pacifique, qu'on ne voyait pas, puisqu'il y avait une mer de nuages. Et donc le soleil a plongé sous les nuages et éclairer encore le ciel en rouge. Donc on voit deux télescopes. Donc on a d'abord le petit, l'espèce de boule blanche, c'est ce qu'on appelle un télescope auxiliaire, un AT, qui fait 1,8 m de diamètre et qui est utilisé uniquement pour le mode interférométrique du VLT. Donc c'est la recombinaison des télescopes. Il y a 4 petits télescopes et tous peuvent être recombinés ensemble. Donc il y a 4 instruments différents pour ça.
Et ensuite, à l'arrière, vous avez les télescopes emblématiques. Donc là, c'est un des télescopes unitaires, UT, qui fait 8,2 mètres de diamètre. Et ils sont quatre. Là, il n'y en a qu'un seul sur la photo parce que j'ai essayé de cadrer avec la Lune. Parce que vous voyez, je pense, sur la photo qu'il y a un petit croissant de Lune juste en haut à gauche du télescope. Et c'était vraiment, j'avais une petite larme à l'œil quand même parce que c'était beau. Et j'étais tout seul sur la plateforme quand j'ai fait la photo. Donc c'est quand même un moment privilégié d'être au milieu de ces télescopes dans ce contexte-là. Et donc, ils sont quatre. Il y a quatre télescopes de 8,2 mètres de diamètre, avec chacun un petit nom, peut-être qu'on en parlera, et qui observent. Et eux, ils peuvent observer soit tous ensemble, donc soit les quatre petits ensemble, et à côté, on a les quatre grands qui observent séparément, ou on utilise les quatre grands recombinés ensemble. Et donc, en mode interférométrique. Mais chacun des quatre grands télescopes est lui-même équipé de trois instruments. Donc en tout, on a 15 caméras, instruments, parce que c'est plus que des caméras, qui peuvent observer le ciel. Et nous, astrophysiciens, astrophysiciennes, dans le monde, quand nous faisons des demandes de temps, nous devons choisir, pour répondre à notre besoin scientifique, l'instrument qui convient, va apporter les réponses à nos questions et rédiger un cas scientifique pour expliquer pourquoi il faut nous donner le temps. Et alors vous-même, vous avez eu l'occasion déjà d'utiliser du temps de ce télescope, notamment pour le fameux article sur Betelgeuse en Tout à fait. 2021, si je ne m'abuse. Oui. Et donc moi, c'était le télescope numéro 3, donc, qui est hors champ sur cette image, sur lequel il y a l'instrument Sphère, qui a été développé dans plusieurs laboratoires en France, mais aussi à l'étranger, mais quand même pas mal en France. Et je n'ai pas utilisé que Sphère, hein, donc depuis, ça fait combien? Depuis 12 ans, donc depuis ma thèse, depuis le courant de ma thèse, que j'utilise le VLT, j'ai utilisé plusieurs instruments, hein. Il y a eu l'instrument NACO, qui était un peu le prédécesseur de Sphère, donc Sphère. Les instruments interférométriques, j'ai utilisé presque tous, hein. J'ai utilisé Amber, j'ai utilisé Pionnier, Gravity, Matisse. Et alors pour la petite histoire, je suis là donc pour un documentaire, vous avez compris, pas pour faire des observations. Mais hier soir, à un moment, il tournait avec d'autres personnes, et donc j'étais en train de préparer mes futures observations avec Pionnier, un des instruments interférométriques. Donc j'ai obtenu du temps pour le semestre qui va commencer en avril jusqu'en septembre. Et donc j'ai préparé mes observations sur cet ordinateur-là. Et alors là, la surprise, ça je ne m'y attendais pas du tout. Ce matin, au petit déjeuner, là, quand j'ai envoyé un tweet, j'ai reçu le message comme quoi j'avais obtenu des observations cette nuit avec Gravity, donc avec l'instrument interférométrique. Donc pendant que j'étais là, pendant que je pense que j'étais déjà redescendu, donc j'étais ici en bas, et ils ont observé avec le VLTI. Alors pas directement pour moi, je suis ce qu'on appelle un co-investigateur. Donc c'est pas moi qui porte la demande, c'est pas moi qui vais faire le plus gros du travail sur le traitement des données et l'analyse, la rédaction de l'article. C'est une étudiante en thèse qui travaille à Nice, qui s'appelle Elisabeth Béguin, et qui travaille avec un collègue à moi, Andrea Cavassa, à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et ben, on a obtenu des données pendant que j'étais là. Pure coïncidence, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc comme ça, vous avez pu observer que l'observation se passait bien. Eh ben ouais, enfin non, j'étais rentré, donc j'ai pas vu parce qu'ils l'ont fait en deuxième partie de nuit, donc on était en bas. Mais c'est chouette. D'accord. Alors, et donc effectivement, il y a un plateau, je dirais, avec les bâtiments d'observation, et donc vous êtes actuellement situé un petit peu en dessous. euh, Oui. Donc le sommet est à 2600 mètres et là on est dans la résidence qui elle est à 2300. En voiture, ça prend à peu près une dizaine de minutes de monter là-haut. Ah oui, d'accord, oui, quand même, 10 minutes. Ouais, 5-10 minutes parce qu'on va pas, il y a des limitations de vitesse parce qu'il peut y avoir des piétons, voilà, surtout la nuit, on fait attention. Mais c'est voilà, entre 5-10 minutes. D'accord, et donc en fait, sur ce... Alors, est-ce qu'on rentre un peu plus en détail dans l'instrument, enfin je dirais dans les instruments d'ailleurs qui sont sur le... Mais oui, oui, bien sûr. Alors hop, on va faire ça. Parce que hop, alors là, je vais recycler une présentation que j'ai donnée en grand public plusieurs fois, hein, 3-4 fois pour vous présenter ça. Présentation assez historique. Alors voilà, voilà.
Je sais pas Alors, si mon écran est visible. alors non, parce que là pour l'instant je suis, je suis parti sur le mauvais Allô, écran allô? puisque je suis. Oui, oui, oui. Allô, allô. Non, je suis pas du tout sur Ah, le bon écran en fait, pardon. C'est moi, c'est moi. Je reviens. pas de souci. Euh, Attendez, j'avais prévu un écran où. Voilà. Non. Si. Oui. Voilà. Bah là, vous êtes Voilà. en plein écran d'ailleurs. Alors attendez, parce que je ne sais pas ce que ça a déclenché chez moi, mais voilà, si. Donc, là, c'est juste pour rappeler les dates clés de cet observatoire. Donc déjà, il faut rappeler que l'observatoire du Mont Paranal, donc le VLT, c'est le deuxième observatoire de l'ESO. Donc avant le VLT, dans les années 70, il y a eu l'observatoire de la Silla, qui est un peu plus au sud du VLT, avec d'autres télescopes et d'autres instruments. Mais voilà, dans les années 80, fin des années 70, il y a eu cette volonté de construire des télescopes d'une taille plus grande pour répondre à d'autres questions scientifiques et voir plus de détails, voir plus loin aussi. Donc, bah, ça s'est fait en plusieurs étapes, hein. Donc, il y a eu bah, du terrain qui a été donné par l'État chilien à l'ESO en 88. C'est en 90 qu'il y a eu la décision vraiment définitive de venir ici faire le VLT. En 92, le premier miroir a commencé à être coulé, donc c'était en Allemagne, puis il a été poli en France. En 95, bah, la première coupole était en construction. Polissage, vous voyez, donc on a coulé le premier miroir en 92, bah, il a fallu qu'il refroidisse pendant très longtemps, hein, et le polissage s'est terminé en 97, donc 5 ans rien que pour ça. Et ce qu'on appelle la première lumière, c'est-à-dire la première fois que le télescope voit le ciel nocturne, ça a été en mai 98, sachant qu'il a fallu amener le miroir de 8 mètres de diamètre jusqu'ici, jusqu'au Chini, par bateau. Et le quatrième miroir, donc le deuxième, troisième, quatrième sont arrivés, et le quatrième, c'était en septembre 2000. Ça fait déjà presque 25 ans. Et ensuite, ben voilà, ça a continué. Donc en mars 2001, il y a eu les premières franges, donc les premières interférences, le mode interférométrique, avec pas les télescopes, mais deux sidérostats, donc des miroirs placés sur la plateforme qui renvoyaient la lumière dans les tunnels. Et ensuite, voilà, recombinaison à trois télescopes la première fois en 2004. Là, il y a eu les télescopes auxiliaires qu'on appelle, donc bah, les petits télescopes d'un mètre 8 de diamètre qui sont arrivés entre 2004 et 2007. Et la première fois qu'on a recombiné 4 télescopes simultanément, ce qui était quand même un des buts du VLT, ça a été en 2010. Donc on voit encore, bah, c'est un peu comme dans le spatial, hein, c'est des projets de très longue haleine. Il y a des gens qui ont vraiment dédié leur carrière entière à la préparation et à la construction de cet observatoire bah, pour les futures générations de chercheurs et de chercheuses. Et donc voilà, donc ça c'est ce à quoi ressemble un télescope de 8,2 mètres de diamètre. Donc c'est une image que j'avais faite il y a quelques années déjà, je crois que c'était en 2015. Donc vous voyez, on a des gens ici, hein, là, à gauche, donc des astronomes qui font le visite des télescopes avant d'aller observer. Et bah là, ce grand télescope qui est incliné, donc on le met à l'horizontale avant l'ouverture. Donc la coupole s'ouvre ici en haut. Et pour éviter que si quelque chose se détachait et tombait sur le miroir, on met le télescope à l'horizontale. Donc le miroir primaire est ici à l'arrière, il fait 8,2 mètres de diamètre. Vous avez un secondaire ici qui est un peu caché par son anneau là, qui le supporte, qui fait plus de 2 mètres de diamètre. Oui, ce qui répond du Voilà, coup c'est à. tout expliqué. Ce qui répond 94 cm. à une question qui a eu lieu dans le chat, c'est de la lumière visible. Hein. C'est. Alors oui et non. Donc le VLT opère en optique, mais voilà, c'est optique, infrarouge et même pour certains instruments, pas tous, hein, de l'ultraviolet, mais vraiment très proche, hein, parce que normalement l'ultraviolet c'est hors atmosphère, il y a un tout petit bout qu'on peut faire depuis le sol. Mais effectivement, on se limite à ces domaines de longueur d'onde. Ce sont aussi des télescopes à triple foyer, en ce sens que la lumière, l'image va se former à différents endroits. Donc on a le foyer casse-grain classique, ben, comme à Meudon, comme on a pu le voir, où on met l'œil ou ici la caméra à l'arrière du miroir primaire. Donc derrière on a un instrument. Et on a aussi ce qu'on appelle les foyers Nasmyth, qui sont ben, sur les côtés du télescope. Ici, en fait, là, vous avez un des instruments attaché à ce télescope et vous en avez un autre derrière ce carré noir là, il y en a un autre. Et comment on fait pour aller là? Eh ben, il y a ici un miroir de renvoi sur le côté
pour former les images sur le côté des télescopes. Et donc chacun des grands télescopes de 8 mètres de diamètre est équipé de 3 instruments. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la vue au sommet, sur la plateforme des télescopes. Et donc là, on voit les 4 grands télescopes de 8 mètres de diamètre et les 4 petits, donc toujours au coucher du soleil, hein, parce que c'est quand même le meilleur moment pour faire des photos. Et pour donner une échelle, voilà, ici vous avez des gens là qui sont à côté du télescope numéro 1, hein, et ici vous avez même un camion de pompiers. Donc vous savez que les camions de pompiers, c'est quand même assez gros. Donc ça donne à quel point cette installation est vraiment démesurée. Et on devine la structure des télescopes à l'intérieur des coupoles. J'aime bien cette photo. Et bon, on voit plusieurs choses. Vous avez le soleil qui se couche ici, vous avez l'ombre de la Terre qui arrive ici sur la droite, à l'est. Donc c'était vraiment le bon jour, la bonne soirée pour faire cette photo. Ici, c'était, il me semble, en 2013. Et donc, vous avez en fait le nom. Les 4 grands télescopes ont été nommés. C'était une volonté de l'ESO, qui est fortement impliqué dans la vulgarisation ici au Chili, et pour expliquer aux populations locales ce que nous faisons, et même pour susciter des vocations. Il y a eu une très forte volonté ces 20 dernières années pour développer une communauté de chercheurs et chercheuses en astronomie et astrophysique au Chili, pour que ces installations ne servent pas seulement aux Européens à distance, mais aussi à des gens ici. Et donc, il y a eu un concours qui a été organisé dans les années 2000 pour nommer les 4 grands télescopes, et ça a été fait dans les écoles chiliennes. Et donc, c'est une petite fille qui a remporté le concours et qui a proposé ses noms en mapuche, qui est la langue des Indiens ici, qui sont un peu plus au sud du Chili. Et donc, le numéro 1 s'appelle Antu, ici, le soleil. Le deuxième, là, c'est Cueyen, la lune. Et le numéro 3, donc celui que j'ai beaucoup utilisé, Mélipal, la croix du Sud, donc qui peut indiquer la direction du pôle sud céleste. Et le quatrième, qui est un peu excentré, Yepun, qui est, ici il l'appelle Morning Star, c'est l'étoile du matin, c'est la planète Vénus en fait, l'étoile du Berger. Donc moi, j'aime bien ces noms, et c'est vrai que quand je suis sur la plateforme, j'aime bien me rappeler que ces 4 télescopes, ils ont juste pas seulement un nom de code, mais un vrai nom qui a été donné par une petite fille. Et alors, pardon, le chat salue la beauté de la photo. Ah merci, j'avoue, mais le lieu est beau, hein, j'avoue, je n'ai aucun mérite. Et donc en plus de ces grands télescopes, il y a les petits, entre guillemets, je déteste les appeler petits parce que les astronomes amateurs, quand je dis oh, un 2 mètres de diamètre, c'est petit, ah, ils me regardent d'un air un peu contrarié quand même. Donc ici, ce que nous avons, ce sont les télescopes auxiliaires de 1,8 mètres de diamètre, dans leur coupole un peu spéciale, hein, parce qu'en fait, ils sont mobiles. Donc on peut les déplacer sur tout un système de rails. Peut-être qu'on le voit ici, oui, sur la photo précédente. Vous avez sur toute la plateforme des rails avec des trous là, qui sont recouverts pour pas qu'on tombe dedans. Et l'idée, c'est que ces télescopes, on peut venir les placer n'importe où sur ce système de rails, enlever les caches là, et il y a tout un système de connexion pour contrôler le télescope, les systèmes de refroidissement, et aussi pour récupérer la lumière, pour la faire interférer, se recombiner dans ce bâtiment qui est au centre de la plateforme, qui est le labo interférométrique. Et donc c'est vraiment la lumière qui est directement transportée là-bas, hein, c'est pas un signal électrique ou radio. En optique, on est obligé de faire directement interférer les photons des sources astronomiques. Et donc c'est une prouesse, c'est vraiment un système extraordinaire. Et alors je vais pas entrer dans les détails de pourquoi on a besoin de déplacer les télescopes, parce que là, c'est assez compliqué. La façon dont l'interférométrie fonctionne est totalement contre-intuitif, parce on n'a pas directement une image, hein. C'est pour ça on n'utilise pas toujours le mode interférométrique pour toute la science qu'on fait. Et on obtient la transformée de Fourier de l'objet. Je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais c'est quelque chose de très compliqué. Et pour vraiment revenir à l'information physique et à ce qui se passe spatialement sur l'objet, et même parfois avoir des images, c'est un travail de longue haleine qui fait que l'interférométrie est encore une des disciplines peut-être les plus difficiles de l'astronomie et de l'astrophysique, parce qu'on n'est pas dans l'espace direct, on raisonne dans quelque chose de beaucoup plus complexe, mais qui permet d'avoir des informations extraordinaires, parce que le niveau de détail qu'on peut avoir avec un télescope,
Ça dépend en fait du diamètre du télescope. Plus le diamètre du miroir est grand, plus on va avoir des détails qui sont petits. Donc, avec un télescope, de 60 centimètres, au hasard, comme un meudon, on voit beaucoup moins de détails qu'avec un télescope de 8 mètres de diamètre. Et l'interférométrie, l'idée, c'est que là, ça dépend plus de la taille des miroirs, ça dépend de la séparation entre les télescopes. Et là, on peut voir, on peut simuler en interférométrie un télescope de 200 mètres de diamètre, ici. Sauf que, comme j'ai dit, on n'a pas une image directe, c'est beaucoup plus complexe pour traiter les données. Bon, ben moi, c'est à la base, je suis interférométriste, j'ai commencé dans ce domaine. Alors, il me semblait, non, j'ai pas ça. Donc ici, est-ce que ça va marcher? Oui, ça devrait peut-être marcher. Oui, ça marche. Il y a cette vidéo où on va voir, voilà, le télescope numéro 3, l'AT numéro 3, qui est en train d'être déplacé pour rejoindre la station ici, pour pouvoir changer la configuration du réseau de télescopes. Alors c'est quelqu'un Voilà. qui est à côté et qui le Oui, déplace. Alors figurez-vous que sur le sur le je sais plat. ce que vous allez dire, ce que vous allez dire, là, je le vois venir. Ouais, j'allais vous parler du plateau de Bure où il se déplace Eh tout bien seul. oui, évidemment. Et donc effectivement, c'est le même principe, hein, c'est la même raison. Le plateau de Bure, donc il fallait voir la vidéo, La quête de l'espace, hein, la série de vidéos. C'est le même principe, sauf que ce sont des antennes de 15 mètres de diamètre. Et exactement de la même façon, elles sont sur des rails. Il y a une espèce de commande qui permet de les déplacer. Donc moi-même, je l'ai fait, hein, puisque j'ai travaillé pendant 2 ans et demi à l'IRAM. Et donc, je montais une semaine par mois au plateau de Bure. Donc, pour rappel, c'est à côté de Gap, dans les Hautes-Alpes. Et j'ai fait ça. Donc, il y a une ou deux fois où j'ai pris la télécommande et j'ai aidé les opérateurs à déplacer les antennes. Et c'est terrifiant d'appuyer sur le bouton et de voir l'antenne de 15 mètres qui commence à bouger. Alors, ça va très lentement, mais quand même, hein, on sent qu'on a une responsabilité à ce moment-là. Mais là, apparemment, il y a tout il y a un réseau de rails plus complexe, non? Parce qu'en fait, enfin, sur le plateau de Bure, c'est surtout une longue ligne droite. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des Alors, croisements. Alors en fait, le plateau de Bure, quand moi j'y étais, c'était un T en fait qu'il y avait, hein. Il y avait Oui, une voie qui était quasiment nord-sud et une voie qui faisait est-ouest. Depuis, ils ont étendu la voie vers le nord, ici la voie est-ouest, surtout la voie est-ouest, et ils ont rajouté plusieurs croisements justement. Parce que d'accord. maintenant, il y a une très longue ligne droite, et bon, pour dégager des antennes, les mettre en position parking, en contourner certaines, ils ont un peu plus complexifié le réseau, mais pas autant qu'ici au VLT, où là, c'est effectivement un réseau, un quadrillage très, très complexe avec, je sais pas, il doit y avoir une vingtaine de stations possibles pour 4 télescopes. Donc, oui, C'est impressionnant, en tout cas, effectivement. Et puis, j'imagine, ça doit être une certaine responsabilité de les déplacer. ah oui, 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 donc bon, voilà, mais tout est contrôlé, c'est-à-dire qu'on les déplace pas n'importe quand, n'importe comment, ça se fait vraiment avec beaucoup de soin. Là, une autre image, voilà, c'est l'instrument Sphère. Donc, Sphère, c'est un instrument de deuxième génération. Qu'il faut voir qu'il y a eu une première génération d'instruments qui a été installée de la fin des années 90 jusqu'au courant des années 2000 et qui ont fonctionné voilà, pendant plus d'une dizaine d'années. Et vers le milieu des années 2010, on a commencé, la technologie ayant évolué, et c'est un très grand avantage par rapport à l'espace, on a prévu dès le départ en fait qu'on allait avoir une deuxième génération, hein, qui a commencé son développement dès que les premiers instruments étaient prêts, pour les remplacer, pour s'adapter à la nouvelle technologie. Et donc, Sphere est arrivé dans le courant des années, alors ça devait être 2013, entre 2013 et 2015, je ne me souviens plus exactement quand, je dirais 2013. Et donc, il a été construit dans plusieurs laboratoires en France et en Europe. Et il a été assemblé. Le mécano a été assemblé et mis ensemble pour la première fois à Grenoble, à l'IPAG, donc qui est juste à côté de l'IRAM, sur le campus de Saint-Martin-d'Air, que vous connaissez bien, du coup. Pas loin de l'IGE, Et, d'ailleurs. et donc, il a ensuite été emmené, redémonté, mis en caisse. Il a voyagé par bateau jusqu'au Chili,
remonter ici, donc à côté de la résidence, là, en face de l'entrée, dans le hall d'assemblage, et transporter comme ça sur une remorque jusqu'au sommet. Et donc, alors quand on transporte un instrument, c'est comme quand on transporte un miroir, on a peur, hein, et on fait très attention. Donc là, le camion, ça avance à la vitesse de quelqu'un qui marche. Donc la personne à côté, ici, va à la même vitesse que le camion. Il y a aussi quelqu'un là devant pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle, de cailloux, tout se passe bien. Enfin, il était vraiment escorté par des êtres humains à pied pour le monter là-haut et l'installer sur le télescope numéro 3. Donc ce qu'on voit ici. Donc là, c'est le genre de moment où j'aurais été très heureux de ne pas être là, et je n'y étais pas là, heureusement. Donc ce qu'on voit, c'est l'instrument qui est rentré par soit la coupole ou une des ouvertures. Et pour l'installer sur la plateforme d'observation, eh ben, on l'a fait léviter, quoi. Il était avec suspendu à un palan, en fait, tenu par des cordes. Et donc, quand vous avez votre instrument avec toute l'optique très fragile qui ne doit pas bouger, qui est déjà aligné, qui est en plein vol comme ça, je n'ose pas imaginer le stress, hein. C'est comme les lancements de fusée. Moi, je sais que c'est pas pour moi, ça. J'ai pas la constitution pour résister au stress que ça pourrait provoquer. Et donc voilà, ça c'est l'instrument sphère qui est installé à côté du télescope numéro 3. Donc ici on a l'armature du télescope et ici on voit le bord du miroir primaire, hein, de 8 mètres de diamètre. Et donc sphère qui est sur le côté. Donc c'est l'instrument que j'ai utilisé pour observer Betelgeuse. Là on voit l'intérieur de l'instrument. Donc c'était avant qu'il soit totalement assemblé. C'était à Grenoble lors du premier assemblage, l'intégration on appelle ça. Donc on voit, hein, c'est un système d'optique extrêmement complexe. Et c'est vrai que quand on parle astronomie, résultats, on pense toujours au télescope, hein, on dit le télescope James Webb, le télescope Hubble, le VLT, le Very Large Telescope. Mais tout ça, ça ne serait rien sans la complexité incroyable des instruments qui sont montés à l'arrière ou sur le côté de ces télescopes et qui font vraiment 50% du travail, si ce n'est plus, pour obtenir le résultat. Et donc voilà, le principe de sphère, je crois que j'ai déjà montré ça, hein, il y a quelques années, c'est l'optique adaptative. Donc c'est de pouvoir corriger les défauts d'atmosphère, ce qu'on appelle la turbulence atmosphérique, et faire en sorte qu'on observe au sol avec le même niveau de détail que si nous étions dans l'espace. Et donc là, vous avez une image de Neptune qui a été prise, alors non pas avec sphère, je triche, elle a été prise avec Muse, mais parce que c'est avec Muse qu'ils ont fait cette belle démonstration. Vous avez à quelques minutes d'intervalle la même image de la planète Neptune avec le télescope numéro 4 sur Muse et ici sans optique adaptative. Donc on voit que c'est un gros pâté bleuâtre. Bon, on voit qu'on devine quelques détails et on sait qu'avec du traitement d'image, on pourrait sans doute sortir des choses. Mais dès on active l'optique adaptative qui va venir corriger les défauts de l'atmosphère, on voit un luxe de détails incroyable. Et donc, bon, le principe, Mais je n'ai pas mis, je, ça m'étonne de moi, mais je m'arrête un instant sur Neptune. C'est les vraies couleurs ou pas là? Parce que du coup, ah, ben non, avec Muse, c'est des fausses couleurs et elle est trop bleue. On est d'accord que du coup, elle est trop le bleue, bleu ouais. est trop intense. Ouais. J'y pensais en la regardant, hein, mais effectivement. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est pas de restituer quelque chose en vraie couleur, si on veut faire une observation scientifique, c'est de le restituer dans un jeu de couleurs qui va permettre de voir en fait les détails qui nous intéressent. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un contraste entre le bleu ici de la planète et les nuages ici d'altitude que l'on voit. Et ça, c'est ça qui permet de vraiment voir le niveau de détail. On aurait pu faire la même chose en noir et blanc, mais c'est vrai que c'est moins, ça attire moins l'œil. Alors Et je salue au passage les jeux de mots de la commu. Hein, je vois qu'on fait mumuse avec muse, mais vous êtes flou. Donc, bravo pour les jeux de mots. Pardon. bon, d'accord. On est Pardon, sur la désolé, bonne chaîne, je ne me suis pas trompé. Tout va bien. désolé d'interrompre. Pardon. Non, non, mais ça fait partie du jeu, hein, j'ai l'habitude. Bon, bah celle-là, on a déjà parlé, on la connaît, elle est sur ma cravate, hein. Donc c'est Betelgeuse, observée avec sphère, toujours. Et bon, ça fait toujours plaisir de voir ces images. Elles ont toujours un aspect un peu flou, hein, on dirait. Et pourtant, en fait, ça fait partie des images les plus nettes jamais obtenues, puisque là, le niveau de détail, c'est 20 millisecondes d'arc. Donc
c'est très, très, très petit sur le ciel. En gros, pour remettre les choses dans leur contexte, la Lune, elle a un diamètre d'un demi-degré, donc ça fait, 1800, secondes. Vénus peut monter à, 1 minute d'arc, donc 60, secondes. Jupiter, ça doit être, si mes souvenirs sont bons, je crois 40, secondes. Et là, on est à de la milliseconde, donc le millième de seconde, donc 20 millièmes de seconde d'arc. Donc c'est extrêmement petit et bah, en fait, on voit la surface d'une étoile autre que le Soleil évoluer au cours du temps. Alors moi, quand j'étais étudiant, on m'a dit, «C'est impossible de voir ça, on peut le faire que par interférométrie, en recombinant, pour avoir un grand télescope et voir des petits détails». Et là, Sphère, avec le télescope de 8 mètres ici, permet de le faire sur une dizaine d'étoiles, de grosses étoiles qui sont pas trop loin de la Terre et qui sont aussi très grosses. Et bah, pareil, en fait, là, il y a un peu de fausse couleur, hein. Là, alors la couleur, orangée, elle est pas trop mal parce que, j'ai pris, pour faire construire la palette de couleurs, j'ai pas pris celles qui sont par défaut dans Python, parce qu'on n'a jamais parlé de ça, mais j'ai été prendre des images de bétageuse avec la pipette, j'ai regardé de quel était le code hexadécimal de la couleur qui ressortait sur des images, «couleur vraie» entre guillemets, et j'ai reproduit une palette de couleurs qui correspondait à la couleur de bételgeuse. Donc niveau couleur, on n'est pas trop mal. C'est au niveau des contrastes que cette image est un peu étirée. Donc c'est pas, une échelle linéaire, ça vient pas directement du capteur. J'ai utilisé une échelle de puissance pour faire ressortir ici, en fait, la zone plus sombre, au sud, tout en voyant bien qu'ici ça ne sans saturer finalement la partie lumineuse. Donc toujours en fait quand on présente une image en astrophysique, il faut savoir que, on va retravailler l'image non pas pour tricher, mais pour faire ressortir l'information pertinente. Parce que notre but, c'est pas de faire de l'astrophotographie, de montrer, à quel point le ciel est beau et cetera. C'est toujours de faire ressortir, bah, ce qui est pertinent à voir dans l'image, que ce soit une nébuleuse, des changements de composition au sein de nébuleuses ou d'autres objets, de galaxies, ou ben, des particularités morphologiques, structurelles sur une étoile ou sur Neptune tout à l'heure avec les nuages. Donc ici, l'image, la couleur et ben, la façon dont on règle l'intensité est au service du message scientifique et c'est-à-dire de la pertinence de ce qu'on cherche à voir. Et on me dit que J'avais pas prévu. cette Oui. image est sur Wikipédia. Oh, bah écoutez, je suis flatté. Et Petite question par rapport à l'acronyme. Hein, vous savez que moi, je suis très, très attentif à ça. Là, c'est une version ah, française, mais au départ, il est en anglais, non? oui, 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 tous les acronymes sont en anglais. Alors, je suppose ici que c'est Spectral, ah, je sais plus, je sais plus. Je vais chercher Je- pendant ce temps. Peut-être que je peux le trouver, ça. oui, il est sur le site de l'ESO, donc ça se trouve. Ok. Rechercher, hein. Je Je vais pourrais rechercher. aider si j'étais sympa. Voilà, je vais dans ESO Si, regardez, Sciences. je l'ai. Ah, Spectropolarimetric High Contrast Exoplanet Research. voilà. Et comme c'était pour une conférence en français, je me suis dit, je vais le remettre en français. Ben, merci. Merci. Et alors, ce qui est intéressant là, c'est, alors j'ai pas vérifié si c'était à jour, mais c'est la carte actuelle des instruments au VLT. Donc ça change, hein, parfois ils sont déplacés. Donc ça nous montre quel instrument est sur quel télescope. Et vous voyez que bah, ils sont tous différents. Alors les noms, évidemment, je me doute que ça va rien vous dire, ça paraît un peu abstrait, mais pour nous, astrophysiciens, astronomes, si on veut utiliser le VLT, ben, on sait qu'on peut aller ici sur une des pages, alors je sais plus où elle est, la CIA, par là, donc c'est public, hein, vous pouvez y aller, c'est sur la page de l'ESO, eso.org. Vous avez une partie science, la partie grand public et la partie science, qui permet de voir ben, comment sont répartis les instruments actuellement. Alors, comme on est en train de streamer et comme je suis au Chili, ça met un peu de temps à charger, donc on va se contenter de ça. Mais voilà, toujours pour quelque chose qui me tient un petit peu à cœur, hein, c'est effectivement que il n'y a pas juste un télescope. Il y a vraiment plusieurs manières d'utiliser ces télescopes pour répondre à différentes problématiques avec différents moyens.
Il y a une question qui revient dans le chat à propos de la couleur des objets. Du coup, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, ce qui est intéressant, c'est pas forcément d'être proche des vraies couleurs, mais de ce qu'on veut, enfin, d'avoir du détail pour pouvoir observer, quoi. Mais donc, est-ce que vous pouvez quand même voir les vraies couleurs visibles? Je crois que c'est ça la question, finalement. Bah alors, avec les instruments qu'on utilise ici, bah non, tout simplement non, parce que en fait, alors voilà, il faut en revenir. Comment forme-t-on des images? Pourquoi votre appareil photo sur un téléphone ou sur un appareil photo numérique va vous produire des images avec la bonne couleur? Ce qui se passe, c'est que une caméra numérique, ce qu'on appelle soit un CMOS, un CCD, enfin, il y a différentes technologies, c'est noir et blanc. Les pixels du semi-conducteur, en fait, qui va récupérer les photons et transférer ça en signal électrique, c'est du noir et blanc. Comment on fait pour avoir de la couleur? En fait, on a ce qu'on appelle une matrice de couleur, une matrice de Bayer, qui est devant, avec certains pixels qui vont récupérer que la lumière bleue, d'autres que la lumière rouge, et d'autres que la lumière verte. Et donc, derrière, vous avez bah, le firmware, en fait, de votre appareil qui va convertir tout ça pour restituer les couleurs. C'est-à-dire qu'on va regrouper les pixels 4 par 4, deux verts, un bleu, un rouge, pour savoir dans cette région quelle est la couleur qui devrait ressortir. Et donc, on fait ça pour tout votre capteur. Alors, évidemment, vous avez moins de pixels que ce que pourriez avoir si vous enleviez cette matrice, mais c'est la seule solution d'avoir de la couleur. Et derrière, vous récupérez une image couleur. Nous, on s'en fiche d'avoir une belle image couleur qui correspond à ce qu'on verrait à l'œil. Alors en plus, il faut étalonner pour que ça corresponde entre la réponse de la caméra, la configuration des filtres, pour restituer ce qui va être ce que votre œil aurait perçu. Donc ça, c'est quand on construit la caméra pour l'appareil photo ou le téléphone, qu'on sait quel coefficient on doit appliquer au rouge, vert, bleu pour restituer ce qui correspond à l'œil. Nous, en astronomie et astrophysique, on n'a rien à faire de vouloir avoir quelque chose qui correspond à ce qu'on obtiendrait avec notre œil. Notre but, c'est d'avoir le maximum d'informations possible. Donc évidemment, cette matrice de Bayer RGB, rouge, vert, bleu, qui nous force à sacrifier des pixels, puisqu'on les regroupe 4 par 4, on l'enlève et on utilise tous les pixels en noir et blanc. La seule solution, si on veut faire de la couleur, c'est d'utiliser des filtres, cette fois qui recouvrent tous les pixels, et on a une information dans des filtres colorés. Et effectivement, un des paramètres qu'on peut régler sur Sphère, et on peut aller voir ça. Donc ici, je suis dans l'interface logicielle qui permet de préparer des observations. Donc là, j'ai pris la période 100K, donc c'est les observations de Betelgeuse, hein, TO, Target of Opportunity, Betelgeuse. Il y a un champ là qui doit être ici. Voilà, on peut choisir des filtres. Premier filtre, deuxième filtre, il y a deux bras. Mais on ne va pas mettre des filtres RGB pour correspondre à la vision humaine. On va sélectionner des filtres, des couleurs, en fait, qui vont nous donner une information physique. Donc, ils sont proches de ce qu'on appelle des raies d'absorption ou d'émission, donc caractéristiques de la matière, de molécules ou d'atomes, pour voir la carte de distribution de certaines molécules ou de certains atomes, et aussi pour voir des histoires avec de la vitesse, etc., voir des interactions chimiques, voir la répartition de la matière. Donc là, je suis près d'une raie de l'hydrogène sur cette observation. C'est sans doute, alors voilà, pour la petite histoire, c'est cette observation qui a produit, alors 104, ça doit être l'image que j'ai montrée de Betelgeuse, une des deux ici, soit à la janvier 2020, soit à mars 2020, mais elle a été obtenue effectivement à partir de ce réglage de l'instrument. Et ici, voilà, là vous avez un filtre V, donc lui c'est vraiment le filtre vert qui peut être aussi intéressant pour certaines raisons scientifiques. Donc, encore une fois, voilà, notre but c'est pas de reconstruire une image fidèle à ce qu'on verrait à l'œil, mais d'avoir l'information physique sur les objets que nous regardons. Très bien. Eh ben, j'ajouterai ce mot de génocidax. Ah, Les couleurs qu'on voit à l'œil, c'est gratuit. Voilà. alors je m'attendais un petit peu mieux.
Donc là, on est Alors, je rentré sais dans pas si les coulisses de la fameuse photo de Betelgeuse. Finalement, on a vu les. Alors oui, donc ça, on peut peut-être en dire quelques mots. Donc alors je passe, là, il y a plein de choses. Oui, voilà, voilà, blablabla. Très bien, très bien. Donc voilà, comment ça se passe pour observer avec ces télescopes? Bon, alors ça, c'est quand même vraiment très bien fait, presque en fait, oui, voilà. Donc, on fait pas ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas une idée, tiens, allez, ce soir, je vais utiliser VLT pour faire ça. Ça ne marche pas comme ça. Quoi qu'il arrive, si on veut utiliser les VLT ou n'importe quel télescope professionnel, ça se passe avec une demande de temps. C'est-à-dire que voilà, ça se passe par semestre ou par année, ça dépend des télescopes. Il faut justifier scientifiquement ce qu'on veut observer. Donc, ici, vous avez une partie de la justification scientifique que voilà, j'ai soumise en 2019 pour observer Betelgeuse. Donc, il y a deux pages de justification scientifique. Ici, à droite, vous avez la première page. Et alors, il faut retourner l'écran pour voir la deuxième, évidemment. Ici, vous avez la première page qui est le résumé de toute la demande avec voilà, un petit résumé pour qu'on sache à qui attribuer la demande de temps pour l'évaluer, parce que c'est d'autres scientifiques qui vont l'évaluer. Un résumé des instruments demandés. Et après, on ne le voit pas là, mais il y a 7 à 8 pages de justification technique où on dit quel instrument, pourquoi cet instrument, pourquoi on ne peut pas en utiliser d'autres, et où on doit justifier le temps qu'on demande à la minute près. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais on va zoomer un petit peu si rien ne crache, hein, tout est possible. Voilà. Donc ici, on est sur la partie résumée, on voit que voilà, j'ai demandé Gravity, donc l'interférométrie, 5 heures exactement. Gravity encore avec une autre configuration des petits télescopes, 3 heures. Vous avez la configuration compacte, la configuration intermédiaire, et sphère, masquage de pupille, je ne vais pas expliquer ce que c'est complexe, 58 minutes. Et voilà, l'image, une des fameuses images qu'il y a sur la cravate, 22 minutes. Donc ça, c'est vraiment à la minute près, et on n'aura pas plus, pas moins. Mais on ne fait pas ça au hasard, hein, on a des outils, on appelle ça des calculateurs de temps d'exposition qui nous permettent de savoir exactement combien de temps on doit demander pour répondre à notre objectif scientifique. Et donc ensuite tout ça, c'est envoyé à l'ESO, à l'Observatoire européen austral, et les demandes de temps sont évaluées par la communauté, donc par d'autres scientifiques, mais qui peuvent eux-mêmes avoir demandé du temps, hein. Donc moi, il y a un an, pendant 2 semestres, j'étais dans un des comités d'évaluation des demandes de temps, et donc j'ai reçu 2 fois 20, je crois, demandes de temps, donc 20 par semestre, à lire et à classer. Donc on les note. Et à la fin, c'est simple, hein, ceux qui ont les meilleures notes, ils ont le temps, et on attribue le temps d'observation en fonction de ce qui est demandé dans la demande de temps, jusqu'à ce qu'on ait tout rempli. Et ensuite, on en prévoit un petit peu en réserve en cas de secours. Et après, les autres, ils n'ont pas le temps et ils doivent redemander le semestre ou l'année suivante. Donc c'est comme ça que ça se passe pour obtenir le temps. C'est une compétition et c'est valable pour tous les télescopes du monde. Et derrière, une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il faut qu'on paye? Est-ce que moi, pour avoir observé Betelgeuse ici, est-ce que j'ai dû payer les eaux? En fait, non. C'est nous tous, contribuables, qui payons. Donc la France est membre de l'Observatoire européen austral. Et donc, les infrastructures qu'on a ici ont été payées par les pays membres et on a accès à ces télescopes. Mais alors c'est la même chose hein, pour le télescope spatial James Webb, pour Hubble, mais toutefois, il y a quand même une partie du temps déjà qui est réservée aux pays hôtes, ici, donc le Chili a une partie du temps d'observation qui lui est réservée, et on a aussi une partie du temps qui est ouvert à tous les pays, donc à tous les scientifiques, quelle que soit leur nationalité et leur pays, enfin, leur affiliation, le pays dans lequel ils travaillent, c'est ça qui compte, hein, c'est pas la nationalité en fait. Et pareil, s'ils viennent, ils doivent se payer le voyage, mais s'ils font les observations à distance, ils ne paient rien. Ce qui compte, c'est le mérite scientifique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur dans la communauté astrophysique, que ce soit vraiment le mérite scientifique qui justifie d'avoir des observations. C'est pas parce qu'on est dans un pays riche qu'on doit plus facilement pouvoir observer. Et voilà, les bonnes idées ne dépendent pas du PIB du pays dans lequel on travaille. Et donc, si on a le temps d'observation, il y a deux possibilités. Il y a le mode service, qui est de plus en plus le mode utilisé, hein. Je pense qu'au tout début, c'était
70% du temps, on venait faire les observations, parce qu'en plus, tous les automatismes n'étaient pas aussi bons. Mais voilà, avec les années, ça s'est très largement inversé et maintenant, c'est assez rare de venir observer. Alors, c'est pas un système de contrôle à distance des télescopes, hein, vous avez compris, on n'est pas sur Skype ou avec un logiciel chez nous en train de faire l'observation à distance. On est dans un système de file d'attente. Donc, une fois que la demande est acceptée, on remplit ce logiciel que je vous ai montré, qui est sur une interface web, un LESO, avec tous les réglages dont on a besoin sur l'étoile ou l'objet qui nous intéresse. On envoie ça plusieurs mois à l'avance, 4 mois en avance, et ensuite ça entre dans un système de file d'attente. Et comment ça se passe? Les astronomes qui sont ici, qui sont employés par l'ESO, font les observations pour nous et ils ont une liste de projets, donc avec si la cible est observable, en fonction aussi de la qualité du ciel et des conditions au moment où on fait l'observation, et du degré de priorité du projet. Et le degré de priorité, c'est directement lié à la note que vous avez eue quand votre projet a été évalué. Et c'est comme ça qu'on décide quel projet on va observer. Donc, moi, quand j'ai une demande de temps acceptée, je sais qu'elle va être, si elle va être observée dans les 6 mois du semestre auquel j'ai candidaté, mais je ne sais pas quand. Et ce qui se passe, c'est comme ce matin, je reçois un email vers 13h, heure de Paris, qui me dit ça y est, votre demande de temps a été, votre projet a été observé, vous pouvez télécharger les données, et je récupère les données sur le site de l'ESO. Mais alors, si par exemple, imaginons, Betelgeuse explose demain, euh, est-ce qu'il y a des procédures pour, en urgence, pouvoir observer quelque chose parce que c'est des phénomènes exceptionnels qui seraient dommage de rater. Alors même sans parler qu'elle explose, imaginons qu'elle soit moins lumineuse soudain, par exemple. Ça arrive, par exemple, en 2020. Et donc effectivement, oui, on a un mode spécial. D'ailleurs, c'était cette demande de temps. Si vous regardez là, alors ça va pas vous parler à vous, mais je vais expliquer. Là, on a le cycle, donc c'est sur quel semestre on demande, et il y a marqué DDT P104. Donc on n'est pas sur le normal, hein, on est sur le DDT. DDT, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Director Discretionary Time. Donc ça s'appelle comme ça pour des raisons historiques. C'est le temps discrétionnaire du directeur de l'observatoire. Alors en fait, c'est pas le directeur qui décide, hein. C'est un comité qui regarde ça, mais c'est le canal qui permet de faire une observation en urgence, parce que comme on l'a dit, donc les demandes de temps c'est tous les 6 mois. Donc effectivement, et en avance. Donc c'est-à-dire qu'à l'ESO, là on a eu les demandes de temps qui étaient on les a écrites en septembre pour avril à septembre de l'année prochaine. Donc s'il se trouve qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, on peut pas le prévoir un an en avance, quoi. Et c'était pareil pour Betelgeuse, sa perte d'éclat, ça s'est fait en quelques semaines. Vous pouvez pas savoir. Donc on peut envoyer une demande de temps DDT en justifiant pourquoi on pouvait pas le faire sur le canal normal, et elle peut être acceptée. Mais là, c'est forcément à distance, c'est le mode service, mode SM, voilà, ce qui n'a rien à voir avec Sourine, hein, d'ailleurs, je tiens à le signaler. Et donc, on peut utiliser ce mode-là. D'accord. Alors, petit point jeu de mots, hein, bien sûr. On nous dit que si on leur coupe le Allô, allô. financement, ils n'auront plus. Ah pardon, oui, vous m'entendez pas là peut-être. Si on leur coupe le financement, ils n'auront plus que la peau sur les os. Et est-ce que la fonte des glaciers fait monter les eaux? Bon, c'était le petit point jeu de mots de. Je suis soulagé, ça aide à tenir. Alors ensuite, est-ce que vous voulez que je vous parle un peu du mode visiteur? Bien sûr. Donc le mode visiteur, comme je dis encore une fois, hein, c'est de plus en plus rare. Alors je ne vais pas vous mentir, c'est pas à cause du CO2 en priorité, c'est essentiellement dans une logique de réduction des coûts, mais aussi d'efficacité. Parce que quand un visiteur est là, c'est pas aussi par exemple, on peut très bien venir et les conditions ne sont pas propices à ce que notre projet soit observé, mais comme on a le temps, on est là et on ne peut pas faire autre chose. Donc il y a aussi une raison d'efficacité, mais c'est vrai que bon, par effet de bord, ça diminue le bilan CO2 de toute l'affaire. Donc le mode visiteur, on y va, quoi, hein. Donc c'est ce que j'ai fait alors là pour le documentaire, mais je l'ai fait aussi par le passé. Donc on part, moi je pars de Paris vers Santiago, donc c'est un vol assez sympathique, surtout si on a le direct. Donc là à gauche c'est le survol de l'Amazonie avec la Lune là, donc toujours dans les nuages. L'arrivée sur la cordillère des Andes juste avant Santiago.
Alors on arrive à Santiago, alors moi j'ai pas eu droit cette fois parce qu'on n'était pas, avec les eaux, mais normalement on a une journée à Santiago dans ce qu'on appelle la guest house, la maison d'hôtes, de l'ESO, qui a été achetée alors il y a très longtemps. Elle a été achetée dans les années 70. En fait, elle était au milieu de la pampa, hein, avant c'était quasiment désert et maintenant, toute la ville s'est construite autour. Mais, alors ça paraît hyper luxueux, mais enfin vous avez pas idée à quel point quand on enfin ce qu'on fait là physiquement pour le corps, c'est dur, hein. Je veux dire, on se fait 14 heures de vol, on arrive, on reste un jour à Santiago, on reprend un vol le lendemain à 7 heures du matin. On arrive ici à 2600 mètres, on va travailler la nuit, il y a le décalage horaire en plus vis-à-vis de là où on vient. Puis au bout de quelques jours, d'une semaine, on va repartir faire le truc dans le sens inverse. Et là, on a voilà une journée de pause à Santiago où ça fait un sas de décompression pour le cerveau et enfin, ça fait vraiment du bien, quoi. Enfin, psychologiquement, ça aide vraiment à tenir. Et donc ensuite, donc on passe une journée à Santiago, le lendemain, on vient nous chercher à 5 heures du matin pour aller à Antofagasta, donc c'est beaucoup plus au nord hein, du Chili, c'est 2 heures de vol. De nouveau, le Chili, c'est un pays qui est tout en long. Et donc, si on est bien placé dans l'avion, on peut voir ça. Moi je l'ai vu là hier. On voit le VLT ici et le camp de base, donc ça vous donne une idée. Hein. Il y a quand même une petite distance, voilà, pour arriver jusqu'au sommet de la montagne. Et donc voilà, ensuite on arrive à Antofagasta, qui est une ville au bord de l'océan Pacifique, essentiellement, il y a, bon, il y a une université, etc., mais qui est surtout, il y a l'industrie minière hein, qui est pas loin, il ne faut pas se leurrer. Donc le cuivre et maintenant aussi le lithium, qui est de plus en plus utilisé pour les batteries. Il y a, voilà, on a le bus de l'observatoire, enfin le car, qui nous attend. Et ensuite, voilà, c'est l'aéroport d'Antofagasta, on voit tous ces pick-up là pour aller, les gens qui vont aller vers les mines. Et donc voilà, on va traverser la ville. Donc ça, c'est une vue d'Antofagasta avec l'océan Pacifique et le désert. Donc ensuite, on entre dans le désert d'Atacama. Alors au début, voilà, le ciel est pas trop bleu, il y a beaucoup de poussière. Il y a pas mal de détritus sur le bord de la route, mais plus on monte, plus ça va être bleu, bleu intense, et moins il y a de saleté sur le bord. Et alors, on prend 2600 mètres, on part de l'océan Pacifique et on monte jusqu'à 2600 mètres sans s'en rendre compte. Hein. C'est quand même pas facile de voir que ça monte. À la fin, oui, voilà, là, il y a des lacets qui font que ça monte. Et à un moment, voilà, au dernier virage, comme en avion, hein, dernier virage, eh ben, on les voit au sommet d'un montagne. Et moi, à chaque fois, ça m'émeut énormément de les voir parce que, j'ai grandi, pendant la construction, de ces télescopes. Bah, c'était au journal télévisé, on en parlait, la France était fortement impliquée, dans ce projet, en particulier grâce à Pierre Léna, qui est un membre de l'Académie des sciences et qui était, dans mon laboratoire, qui vient encore nous voir de temps en temps. Donc c'est en partie grâce à lui que ça a eu lieu et qui a fait beaucoup de lobbying pour que la France soutienne, le projet. Et donc, je les ai vus se construire quand j'étais jeune, ça me faisait rêver. Et la première fois que je suis arrivé là et que je les ai vus, je me suis dit que j'étais vraiment à ma place, quoi, que j'étais, heureux d'être là et d'enfin pouvoir, les utiliser, quoi. C'était vraiment presque l'accomplissement d'une vie. Et même là encore, hein, quand on est arrivé hier de les voir, ça me bouleverse vraiment, de les voir sur ce fond de ciel bleu et puis, enfin, c'est eux, quoi, hein, on les reconnaît et ils ont une silhouette unique, quoi. Quand on voit ces télescopes, on sait exactement qui c'est. Ben là, je suis juste à côté de ça, hein, donc moi je vois ça par la fenêtre, là je suis dans un des bureaux, c'est la résidence. Alors encore une fois, on dirait qu'il y a énormément de luxe, mais pas vraiment parce qu'en fait, ici on est dans le désert d'Atacama, il y a 10 d'humidité dehors, hein, donc quand on est dehors, on le sent là au niveau des sinus, la peau aussi, les yeux, on souffre, hein, de la sécheresse et le fait d'avoir ici ce petit oasis, ça fait que quand on rentre là, quand la première bouffée qu'on inspire, c'est un bonheur de sentir cette humidité et ça aide aussi à mieux dormir, d'avoir un air qui est plus humide grâce à ce petit écosystème qui a été, construit il y a 20 ans, hein, donc ça a aussi été, rentabilisé. J'attire votre attention sur le fait qu'ici il y a une verrière aussi, et donc tout ça c'est éclairé la nuit et en fait ici on a cette toile, qui est, tendue au coucher du soleil pour qu'aucune lumière de la résidence ne filtre, vers l'extérieur. C'est quelque chose d'assez impressionnant de voir au coucher du soleil, les gardiens ici, les vigiles, bon, il n'y a pas, de voleurs, hein, dans le coin, qui passent et qui dans toutes les parties communes ferment tous les volets pour qu'aucune lumière ne sorte. Et nous, on est responsable de notre chambre de bien fermer les rideaux pour que ce soit le noir total dehors, hein. Le 1er lampadaire est à 100 kilomètres.
on a choisi ce site, c'est pas pour amener notre propre lumière. Voilà, ça c'est la vue, des chambres, hein. Quand on ouvre la fenêtre, on voit ça, donc le désert et à une vingtaine de kilomètres, on a l'océan Pacifique. Donc on est vraiment pas loin du tout, hein, finalement, à vol d'oiseau, de l'océan et c'est cette configuration spéciale, hein. Et à ce niveau du Pacifique, vous avez le courant de Humboldt qui remonte de l'Antarctique, qui fait que l'eau est froide et qui piège l'humidité et les nuages, qui normalement sont pas censés monter, et qui font qu'on a, beaucoup de enfin des cieux très dégagés. Donc voilà la résidence, vue, de l'extérieur, hein. Elle a eu un prix d'architecture à sa construction, parce que, c'est exceptionnel, elle a la couleur du désert et on la voit pas, quoi. À part d'être de ce côté-là, quand on arrive, on dit: «Mais elle est où?» On la voit pas. Donc c'est un lieu, vraiment, magique. Donc voilà la partie, intérieure avec la toile, tendue, qui fait que la lumière ne va pas, ressortir. Ici la résidence au coucher du soleil. Ce panorama permet de voir, ici la montagne avec les télescopes. J'attire aussi votre attention sur cette résidence, normalement vous la connaissez si vous êtes amateur de James Bond, c'est la base du méchant dans, Quantum of Solace, et il y a un des plans, alors ça dure quelques secondes, où on voit, la montagne avec les télescopes. On m'a dit partout, ils les ont pas cadrés pour pas qu'on les voit, mais moi j'ai réussi à les trouver sur une des images. Et si vous regardez aussi Spectre, il y a un moment la base, de Blofeld, là où il y a plein de télescopes et vous pourrez reconnaître l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, donc les télescopes auxiliaires du VLT, les télescopes unitaires. En fait, ils ont assemblé plein de designs de télescopes réels dans un espèce de cratère. Ça m'a fait bondir de mon siège quand j'ai vu ça au cinéma. Bon là, je sais pas si la journée typique, est-ce que j'en parle? C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez parce que je sais que vous avez un temps limité, hein, donc il faut. On a encore 20 minutes. Ok. Pas vite fait. Donc voilà, quand j'observe comment ça se passe, moi je me lève à 13h normalement, puis je déjeune, de 14 à 17h dans un bureau, celui-là, hein, j'ai déjà travaillé dans ce bureau, hein, je suis déjà venu ici. Je prépare les observations qui vont avoir lieu la nuit, donc sur le logiciel que je vous ai montré. Oui, attendez, parce que là vous Euh, parlez bien des heures locales, hein, parce que ah oui, 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 on part en local, donc logique. aujourd'hui vous vous êtes levé beaucoup plus tôt. Je ne suis pas en observation, Ah oui, donc c'est pour ça. Mais quand je suis en observation et que je passe toute la nuit en haut, voilà, c'est ce que je fais. d'accord. De 17h à 18h30, je fais toujours une petite sieste quand je vais observer, parce qu'il faut tenir toute la nuit et vraiment juste avoir ce moment, même si je dors pas, juste de fermer les yeux d'un an noir et dans le silence, ça m'aide vraiment à tenir la nuit. Si je le fais pas dans la nuit, à un moment je crache quoi, j'y arrive pas. Donc j'ai besoin de ça physiquement pour y arriver. À 19h, je dîne et à 20h, on monte, au sommet avec, les astronomes support ici. Et voilà, de 21h30 jusqu'à 7h du matin, donc d'où l'intérêt de la petite sieste, hein, on observe, on travaille. Donc c'est, très, très, très intense. Au moment vers moi 3h du matin, là, il y a un creux, 2-3 heures du matin, c'est toujours un peu difficile, mais voilà, sinon je tiens et j'adore faire ça. Enfin, physiquement, je sens que je me pousse dans mes limites, mais c'est un bonheur, indescriptible, de faire ça, dans ce lieu, cette salle de contrôle, que je vais montrer un peu. Voilà, s'il fait mauvais, on bosse quand même, c'est-à-dire que de 21h30 à 5h, on est dans la salle de contrôle à attendre que les conditions s'améliorent et par exemple hier, elles se sont améliorées vers 2h du matin, et on travaille. Donc on a toujours quelque chose à faire en tant que chercheur, hein. Relire un papier, en écrire un, préparer d'autres demandes de temps, préparer de futures observations, traiter des données qu'on a déjà. Enfin, on a toujours quelque chose à faire, on ne peut jamais s'ennuyer dans notre travail. Et par contre, si à 5h du matin, ça ne s'est pas dégagé, on sait qu'on va pas ouvrir du tout. C'est-à-dire que, voilà, il faut le temps de faire les calibrations, d'ouvrir. En fait, le jour sera là. Donc là, à 5h, en fait, on descend si ça ne s'est pas dégagé. Mais s'il fait beau, on attend 7h du matin, hein, pour descendre. Donc voilà, c'est très intense. Et j'ai été là dans les années 2010, en 2013. J'avais des nuits où j'étais ici, mais où je n'observais pas, parce qu'on déplaçait les petits télescopes, donc il y avait des réglages à faire. Donc j'étais resté en bas. Bon, à partir de 21h30, j'étais parti dehors et j'avais été faire des photos du ciel nocturne parce que enfin, c'est indescriptible. Voilà, c'est la beauté du ciel ici, c'est indescriptible et c'est pas juste ici, hein. Ici, c'est parce qu'il y a pas de lampadaire, mais la beauté du ciel nocturne qu'on pourrait avoir n'importe où sur terre, si on faisait attention à la pollution lumineuse, c'est vraiment incroyable et on perd,
quelque chose qui s'est transmis depuis l'aube de l'humanité, hein, je veux dire, la seule chose qu'on a en commun avec nos ancêtres qui étaient dans des cavernes, vu que tous les paysages ont changé, le climat, la faune aussi a changé, euh, les cascades, les rivières, tout ça, ça a changé. La seule chose qu'on a vraiment partagé en commun dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le ciel nocturne, qui est resté immuable au cours du peu de temps que l'humanité a été sur Terre. Et maintenant que enfin nous comprenons ce qu'il y a dans ce ciel, comment fonctionnent les étoiles, ce que sont des galaxies, notre place dans l'univers, nous avons décidé de nous en couper totalement par la pollution lumineuse. C'est d'une ironie et d'une tristesse vraiment accablante. Et moi, je me souviens de la première fois où je suis venu ici. Pourtant, bon, vous savez, je suis de Collioure, côté de Perpignan, où le ciel, quand j'étais jeune, était relativement encore protégé, beaucoup moins maintenant. Mais quand je suis arrivé ici, c'était un choc, vraiment. Et c'est une expression qui est souvent employée, on est sur le vaisseau spatial Terre, vraiment. C'est-à-dire que la nuit, on n'a plus l'impression qu'on a une atmosphère au-dessus de nous et on voit toutes ces étoiles. Et on a vraiment l'impression d'être dans un vaisseau spatial et qu'on ne fait qu'un avec l'univers. Ça, c'est d'une beauté extraordinaire. Oui, voilà, photo de nuit et dodo. Alors, avant de vous montrer les photos de nuit, la salle de contrôle, donc encore cette vue de la plateforme. Donc, on voit ici le système de rails, hein, effectivement un peu plus complexe et étendu que sur le plateau de Bure. Donc, vous avez la plateforme de contrôle. Et quand on utilise le télescope, on n'est pas dans les coupoles. C'est pas comme à Meudon, hein, où je déplace tout à la main. Il y a une salle de contrôle ici, sur le côté, sur le flanc de la montagne. Et le contrôle de tous les télescopes et d'interféromètres est regroupé dans cette salle, ici. Donc ici, c'est le télescope numéro 4. Et là-bas, mais c'était le numéro 1 à l'époque. Donc tout ça sont contrôlés d'ici. Et pour la petite histoire, on va en parler après, l'ELT, le futur télescope de 40 mètres de diamètre, sera aussi contrôlé depuis cette salle de contrôle pour économiser le fait d'en construire une autre et pour mutualiser les ressources ici sur le site de Paranal. Miguel, avant qu'on bascule sur un autre sujet, quelqu'un a posé une question intéressante. Si jamais il y a mauvais temps et que vous ne pouvez pas observer, est-ce que ça décale pour le planning? Est-ce qu'il y a une file d'attente ou est-ce que c'est mort et pour ceux qui avaient prévu l'observation, il faut refaire une demande pour dans 6 mois? Excellente question, j'ai oublié d'en parler, c'est mort. C'est-à-dire que si vous venez et que vous avez du mauvais temps, c'est perdu. Et il faut retenter votre chance le semestre suivant, sans garantie que ce soit approuvé de nouveau. Et je connais des personnes à qui c'est arrivé, C'est qui ont rude. demandé du temps, qui sont venus, il a fait mauvais, ils ont retenté et ça a été rejeté. Donc, parce que, voilà, il y a un aspect humain hein, dans l'affaire dans l'évaluation scientifique qui fait que certaines personnes ont une idée et d'autres qui vont se dire ah finalement non, voilà. Donc c'est difficile. C'est-à-dire mentalement, psychologiquement, la recherche, d'une manière générale, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui, qui rend très heureux. Vous savez que ça me plaît énormément, mais qui est aussi difficile. Et c'est pour ça qu'il faut juger le risque, hein, c'est-à-dire que le fait de venir ici, c'est vrai que c'est extraordinaire. Voilà, c'est un lieu formidable. Et aussi, on apprend. C'est-à-dire que le fait d'être sur place, de discuter avec les gens qui font fonctionner les télescopes, de voir comment ça fonctionne, surtout quand on est étudiant en thèse, qu'on débute, il y a un aspect formateur qui est inquantifiable. C'est vraiment ce qu'on peut apprendre ici en une nuit, ça mettrait des mois, sans doute, voire plus, peut-être qu'on n'y arriverait même pas, à distance. C'est indéniable. Enfin, j'en ai fait l'expérience ici, j'en ai fait l'expérience au plateau de Bure. Voilà, clairement. Alors, Mais d'un autre attendez, côté, je vous interromps une minute parce qu'on a un raid et je voudrais saluer Abeille23 et le remercier pour son raid. Merci au raider, bienvenue à vous. Et sachez que nous sommes actuellement avec Miguel Montargès qui... Il t'arrive pas de... Ah pardon, pas ça revenir, parce que c'est t'es le même bienvenu du raid. ici. Alors tu reviens quand tu veux. Et c'est un vrai plaisir de te recevoir à chaque fois, t'as compris ça? Donc bienvenue et donc on parle actuellement avec Miguel Montargès qui est astrophysicien en direct du VLT au Chili et je tiens à vous dire que j'ai compris ce qui s'est passé pour les petits problèmes d'écho. En fait je le vois dans il y a une connexion qui apparemment de temps en temps est moins bonne du côté de Miguel parce que je vois que ça passe en rouge dans la visioconférence et c'est à ce moment là qu'on a de l'écho qui se crée. Donc là on pourra pas y faire grand chose, ça dépend de la... Mais là c'est revenu en vert, mais ça dépend effectivement
de la qualité de la connexion. Voilà. Et oui, donc je suis au bout du monde, hein, puis en plus, il y a sûrement les transferts de données qui ont eu lieu. Enfin, il y a des gens qui travaillent ici et qui utilisent ça pour d'autres réseaux, donc bon, on va pas se plaindre, hein. Et donc oui, donc ce que je disais, c'est que donc bienvenue aux raiders aussi, hein. Donc ce que je disais, c'est que effectivement, voilà, il faut juger le risque. C'est-à-dire que si on vient ici, on apprend plein de choses, c'est extraordinaire, mais s'il fait mauvais, le temps est perdu. Tandis que dans le mode service, donc le mode file d'attente, où on ne vient pas sur place et où on fait juste les réglages et c'est exécuté par les personnels de l'observatoire ici, ben là on est sûr que si on est accepté, ça va être observé. Il y a une garantie derrière. Donc il faut juger ce risque. En fait, le fait de venir, ça se justifie, hein. C'est pas juste nous qui décidons. On doit dire à l'ESO, voilà, les observations qu'on va faire, elles poussent l'instrument dans ses limites. Il va y avoir une prise de décision à faire pendant l'observation. Donc c'est pour ça que ça justifie le voyage. C'est-à-dire que on estime que si la personne qui a demandé le temps ne vient pas, l'observation sera perdue. Donc c'est la seule bonne raison qu'il y a de venir ici pour faire des observations. Donc ça veut dire aussi qu'il faut s'y connaître. Enfin, c'est quand même, voilà, il y a une certaine tension quand on vient. Et donc, là, maintenant, on arrive sur la séance photo, hein, pour le dernier quart d'heure de notre discussion. C'est, voilà, tout commence au coucher du soleil. C'est un peu ce qu'on a dit hier dans le documentaire. Voilà, donc là, on voit l'arrière d'un des télescopes de 8 mètres, l'ombre de la Terre qui monte, et on voit même, alors je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de grossir un petit peu, c'est quelque chose qui est assez amusant. On voit l'ombre de Paranal, l'ombre de la montagne sur laquelle nous sommes, qui se projette sur l'atmosphère ici. C'est quelque chose qui est qu'on voit souvent dans les observatoires, hein, c'est pas seulement ici, mais quand on le voit, de voir l'ombre de sa propre montagne projetée sur l'atmosphère, c'est étrange, c'est rigolo. Tout était prévu, le zoom était déjà dans la présentation. Personne qui a fait cette présentation l'a vraiment bien faite. Ici, ce qu'on voit, voilà, c'est un bout de l'image de tout à l'heure, et en fait, c'est une vidéo. Vous voyez, c'est un timelapse que j'avais fait il y a une dizaine d'années, où on voit en fait ça qui bouge. Donc on voit la coupole qui peut tourner assez rapidement et les télescopes auxiliaires qui s'ouvrent. C'était avant une observation de Bételgeuse avec le VLTI, donc avec l'instrument pionnier à l'époque. Donc, oui, c'est vraiment extraordinaire. Donc, vous voyez, les coupoles sont toutes ouvertes, hein. Ici, c'est ouvert, c'est pas juste les grandes portes, hein. Tout est aéré. Il y a des fenêtres de ventilation là. Vous avez le bouclier de vent là on va le voir, qui hop, il se remonte et il s'ouvre. Ça, c'est contrôlé par ordinateur. Le but, c'est qu'on soit ouvert au maximum pour qu'il y ait la même température dedans et dehors. Sinon, ça fait des échanges d'air qui vont perturber la qualité des images. Ça va faire comme les mirages sur l'autoroute, hein, l'été. Donc, au maximum, on essaie d'ouvrir, sauf s'il y a du vent, parce que là, le vent aussi perturberait les images. Et ça, il y a tout un système informatique qui va décider on ouvre forcément les grandes portes, mais les volets là, sur d'aération et le bouclier devant, tout ça, c'est décidé par un ordinateur qui, en temps réel, va ajuster les ouvertures et les fermetures en fonction du vent. C'est vraiment remarquable. Surtout, ça a été fait il y a 20 ans. Là aussi, c'en est un autre. Voilà, début de nuit. On voit ces nuages qui défilaient et les coupoles vont s'ouvrir. Attention, voilà. Donc, c'est comme des fleurs qui s'ouvrent. C'est vraiment un lieu extraordinaire, hein. C'est aussi pour ça que je tenais quand même à prendre le temps qu'on fasse ce live ensemble pour qu'on puisse le partager parce que c'est chouette. Ce panorama n'est pas très réussi. Voilà, on arrive aux photos nocturnes. Donc là, on voit l'ombre d'un des grands télescopes ici à droite, la silhouette des petits, mais surtout, ce qui attire l'œil, ce sont les deux nuages de Magellan, ici, le grand et le petit, qui sont deux galaxies satellites de la nôtre, qu'on ne peut pas voir de l'hémisphère nord, qui ne sont visibles que dans l'hémisphère sud. Et ici, on les voit très facilement. Vous sortez, vous les voyez. Et voilà, on peut voir deux autres petites galaxies à l'œil nu et qui prennent une place dans le ciel extraordinaire. Et je dis toujours, si vous allez dans l'hémisphère sud, vous pouvez y voir des montagnes, des plages, des arbres, plein de choses, mais finalement, vous avez des équivalents dans l'hémisphère nord. Même si ce n'est pas exactement les mêmes, ça se trouve. Les nuages de Magellan, il n'y a rien de comparable dans l'hémisphère nord. C'est vraiment quelque chose d'unique et c'est la seule possibilité de les voir. Et si vous allez dans l'hémisphère sud, je ne dis pas qu'il faut y aller pour voir ça, hein, bilan carbone toujours, mais si vous y allez pour une raison ou pour une autre, il faut voir ça, parce que vous ne pourrez pas le voir ailleurs. Donc c'est vraiment magnifique.
Voilà, donc ça, c'est la silhouette du télescope numéro 4, Yepun, avec le centre galactique qui se levait en fin de nuit, donc c'était février 2013. La Voie lactée, voilà. Et, et là, c'est pas vraiment exagéré par rapport à l'œil nu. Dans les deux cas, ces images sont assez proches de ce qu'on peut voir à l'œil nu. Donc c'est un ciel incroyable. Oui, Et on pourrait avoir ça partout sur Terre. c'est impressionnant, effectivement. Et là, pareil, donc là, c'est un panorama de la Voie lactée. Celui-là, j'ai dû le faire en 2015. Et en fait, c'est en juin-juillet, il y a un moment où la Voie lactée traverse tout le ciel. Donc elle se lève, le cordon part d'un bout du ciel, monte au zénith et retombe de l'autre côté. C'est indescriptible, honnêtement. Quand je suis sorti ici de la résidence pour faire cette photo, je suis sorti et j'ai compris pourquoi, ce que signifiait l'expression voûte céleste. C'est une expression qu'on emploie, voilà, sans vraiment y penser. Et là, effectivement, je suis sorti et j'avais plus l'impression d'être dehors. J'avais l'impression qu'il y avait une voûte, comme d'une grande cathédrale au-dessus de moi, mais très très haut, sans que je puisse voir les murs et les piliers. Le ciel était tellement peuplé que je n'avais plus l'impression que c'était le ciel. Incroyable. C'était vraiment incroyable. Voilà encore une autre photo du centre galactique. Donc là, il y a la Lune. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on voit le sol comme en plein jour, hein, mais c'est bien la nuit. Et la Lune est derrière moi. Et là, on voit la Voie lactée et un de ces fameux lasers dont on n'a pas parlé encore. Donc là, il n'y en avait qu'un seul, maintenant il y en a 4 sur ce télescope, qui permettent en fait de créer des étoiles artificielles. On va exciter une couche de sodium qui est à 90 km d'altitude pour faire un point orange, tout simplement. Le télescope, lui, ce qu'il va voir, c'est un point orange, et ça va lui permettre de régler l'optique adaptative. Un des intérêts de l'optique adaptative, donc ce qui permet de corriger les défauts de l'atmosphère, ce qu'on a vu un peu plus tôt, c'est que on va être beaucoup plus net, mais aussi l'image d'un point, au lieu d'être étalée, elle va être concentrée. Et ça, ça va permettre de voir des objets qu'on n'aurait pas vus autrement. Sauf que, il y a quand même besoin d'un peu de photons, quoi, d'un peu de lumière pour que l'optique adaptative fonctionne. Et si vous cherchez un objet qui est trop peu lumineux, peut-être qu'autour, il n'y a rien qui permet de la régler. Et dans ce cas-là, on va se créer notre propre étoile temporaire, hein. Dès qu'on coupe le laser, elle disparaît. On crée notre propre étoile temporaire à côté d'objets qui nous intéressent. Ça va permettre à l'optique adaptative de fonctionner et qu'on voit l'objet qu'on cherchait. C'est quand même une excellente idée de faire ça. Voilà, ça c'était une photo de moi que mon étudiante en thèse, Émilie Cannon, avait prise en 2018, donc au Nouvel An 2019 en fait. Et alors, je pense que vous avez compris pourquoi elle me plaît énormément cette photo. On me voit, c'est vrai, mais en fait là, il y a la constellation d'Orion. On aurait pu cadrer un peu mieux, mais là, au-dessus de mon oreille gauche, c'est Bételgeuse. Donc ça me fait plaisir parce que c'est une photo de moi avec l'étoile que j'étudie, qui est aussi effectivement mon étoile préférée largement. C'est la première étoile que j'ai su nommer quand j'étais enfant. Donc c'est vrai que l'étudier, en être un des experts maintenant, ça me fait plaisir quand même. Là voilà, ça c'était en 2015. J'étais en train de regarder vers le centre galactique et donc on reconnaît un peu ma silhouette. Et donc ça c'est une pause de 30 secondes en fait. On voit pas le filet d'étoiles. On le devine un peu à certains endroits, mais c'est 30 secondes en grand champ, donc ça permet quand même de voir ça. Là, voilà, donc là, on devrait voir la rotation. Alors là, on pourrait reprendre ça pour faire une vidéo encore de debunk du platisme, parce qu'effectivement, on regarde vers le sud, et donc on voit qu'on tourne autour du pôle sud céleste. Alors la croix du sud est là, ici. On va faire pause. Ici, on a la croix du sud qui nous indique que le pôle sud est à peu près par là, le pôle sud céleste, donc ça tourne comme ça, on va le voir tout à l'heure. Et donc on voit que ça tourne dans le sens inverse, déjà, il y a la petite ours, et ça tourne dans le sens inverse de l'hémisphère nord, donc ça veut dire que la Terre est ronde en fait. Et ici, vous avez deux étoiles sympathiques, c'est la constellation du Centaure. Ici, vous avez Beta du Centaure, et ça, c'est Alpha Centauri, donc Alpha du Centaure. C'est le système où vous avez Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Proxima, la troisième étoile. Donc, c'est le système stellaire le plus proche de la Terre, à 4 années-lumière. Proxima, c'est une naine rouge, on ne peut pas la voir, mais voilà, on voit l'étoile la plus proche de la Terre. C'est quand même chouette, à 4 années-lumière. Il y a aussi, vous avez le fameux sac de charbon, là, les zones un peu noires, donc c'est une zone qui est plus sombre, où il y a beaucoup de poussière. Et d'ailleurs, si on regarde en infrarouge, on arrive à voir à travers la poussière et voir qu'il y a des étoiles derrière.
Voilà, donc là, la même chose cette fois, mais en filet d'étoiles, qui nous montre, alors voilà, j'ai mal cadré, hein, le pôle céleste, il est un peu hors champ, mais on voit que ça tourne, effectivement. Et effectivement, donc ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est à l'inverse de ce qu'on a dans l'hémisphère nord. Et je vous assure que je n'ai pas triché, j'ai effectivement vu ce filet d'étoiles. Alors je ne l'ai pas fait là, je l'ai fait en 2012. Bon là, c'est pour montrer que quand il y a la lune, il y a moins de choses à voir et voilà. Puis finalement, finalement il y a quelques heures, c'était comme ça, hein, en fin de nuit, le jour revient et bah, on est quand même triste, hein, parce que la beauté du ciel nocturne, est incroyable. C'est beau aussi de jour, hein, mais on sent bien que c'est un endroit, qui est, au plus beau, la nuit. Et puis Et voilà, bah, après, il faut rentrer en Europe. Donc ça, c'est ce qui m'attend, mercredi. Alors d'abord, il y a le retour, à Santiago et donc ça, c'est le retour à Santiago, hein. Là, le soleil qui se couche sur le Pacifique et ensuite retour en Europe et voilà sans doute ce qui m'attend. Alors il y aura peut-être pas de neige cette fois, mais quand on rentre en février, c'est difficile, hein, parce qu'ici, c'est l'été et à Paris et donc vous reconnaissez la grande coupole, de Meudon, c'est pas la même météo là-bas, qui va m'attendre. Mais je vais pas me plaindre. Je veux dire, il y a une semaine, je ne savais pas que j'allais venir ici aujourd'hui. Donc, j'ai une chance incroyable. oui, alors Et on voilà, rappelle au on va passage peut-être m'en que donner. c'est à l'occasion d'un documentaire que vous êtes reparti là-bas. Mm. Et du coup, ça, vous allez faire des images de nuit, alors j'imagine, pour le documentaire, forcément. Alors, on en a commencé à en faire hier. Bon, il y avait quelques nuages, on en a fait un petit peu. On va voir, on s'adapte à la météo, hein. Donc, c'est très stressant pour l'équipe, plus que pour moi. Mais on s'adapte. Ah là, moi, j'aurais adoré faire un documentaire sur le VLT. Ça aurait vraiment été. Mais bon, plus tard peut-être. Alors, ce que je Et voulais oui, dire dans les 5 minutes, 5-10 minutes qui nous restent, c'est que là, on a parlé du VLT, mais je pense qu'il faut aussi parler de l'avenir. Donc ici, vous avez le VLT qui est là, et la base de vie, là où nous sommes, la Residencia qui est là. Et ici, vous avez une montagne qui s'appelle le Cerro Armazones. Vous avez ici un volcan là-bas au loin. Mais ici, on va s'intéresser au Cerro Armazones et ça va être le site de l'ELT. Alors, on peut dire plein de choses sur les Extrêmely noms, hein. Large Telescope. Tout à fait. Un télescope de 39 mètres de diamètre. Vous avez ici la taille que ça donnera par rapport au VLT actuel et par rapport à l'Arc de Triomphe. Donc, ça va être quelque chose de monstrueux. Et c'est en cours. Je veux dire, c'est presque du présent maintenant. Ça, c'était en avril, si mes souvenirs sont bons, avril ou mai. Il y a une webcam, hein, sur le site de l'ESO, elle est publique, vous pouvez aller la voir. Et elle vous montre l'état de la construction. Là, vous avez les fondations, voilà, les murs, le début de la structure de la coupole. Bon, ben, de nuit, vous avez. Alors, il faut se lever le matin pour aller voir ça, hein, quand il fait encore nuit ici. Faites-le demain, par exemple, hein, ou peut-être qu'il y a encore les images là, parce qu'il n'y a pas de lune actuellement. Donc, vous allez voir ça, vous allez voir la Voie lactée, les nuages de Magellan, c'est indescriptible. Il y avait eu cette photo qui avait été prise aussi par quelqu'un de l'ESO, où on voyait bah, la structure, donc ça c'était en juin ou juillet, avec le lever de soleil derrière et des taches solaires. C'est incroyable, hein. Et voilà, ça avance, hein. Donc là, vous avez voilà, la structure avec les grues. Vous avez des 4x4 à côté. Alors, je crois qu'il n'y a pas de personnes, mais là, ici, vous avez des plots. Enfin, c'est très dur de voir la taille de cet engin parce que c'est démesuré, en fait. Notre cerveau n'a pas l'habitude de voir ça. Donc, il faut essayer de se raccrocher et repérer dans l'image des choses qui ont bah, une échelle qu'on peut comprendre. Donc, bah, voilà. Oui, parce que lui, il va avoir un Vous, diamètre de 40 mètres, hein, je crois, le miroir, Ouais, c'est 40 énorme. mètres de diamètre. Ce sera le plus grand télescope de toute l'histoire, hein. Même les Américains, ils vont faire 30 mètres. Donc nous, l'Europe, on aura le plus grand. Et tout ça, c'est sans compter le gros truc qui pourrait arriver au trimestre suivant. Ça, je vous renverrai à la vidéo. Cela, je pense qu'il faut, faut avoir vu la vidéo sur voir les restes d'Apollo pour comprendre de quoi il est question. Alors là, j'avoue que j'ai un trou, hein. Ah, bah, je vais mettre le lien de cette vidéo dans le chat et chacun pourra aller la voir. C'est un projet, c'est un projet pour le futur. Euh, D'accord, alors là, je suis perdu. non, non, mais c'était pour jouer avec les acronymes. Vous savez, il y a le Very Large Telescope, l'Extremely Large Telescope, Ah oui, et oui. donc il y a un GROS, GROS, TRUC. Euh,
Ah oui, le Giant Telescope Voilà, c'est ça, voilà. Qui, of Cataclysmic Destruction, ou quelque chose comme c'est ça, oui. ça, je sais même plus ce que c'était, je vais essayer de vous le retrouver. Gigantesque, Mais je crois que résolument, j'ai la fiche là dans mon bureau. gigantesque, résolument outrancier, super, grandement remarquable, ostensiblement surdimensionné, télescope révélé ultra cher. Je ne sais pas si, honnêtement, si on va faire autre chose après le LT, mais on peut parler du coût, hein, donc c'est quelque chose que je n'ai pas peur d'aborder dans mes conférences. Voilà. Le coût. La construction du VLT, c'était 330 millions d'euros. C'est pas rien, hein, c'est clair, mais il faut toujours remettre ça dans un certain contexte, hein. Voilà. Donc là, titre de comparaison, si vous prenez la deuxième guerre en Irak qui a eu lieu en 2003, elle a duré 8 ans et 9 mois et elle a coûté 1280 milliards d'euros. Si vous divisez ce nombre-là par le nombre de jours, vous en déduisez qu'en un jour, cette deuxième guerre en Irak, en un jour, elle a coûté 400 millions d'euros. Donc ça veut dire que tous les jours, pendant 8 ans, on a dépensé dans cette guerre plus que ce qu'il faut pour construire le VLT. Tous les jours pendant 8 ans. Alors je ne dis pas qu'il fallait pas le faire, hein, c'est pas à moi de juger ça, mais c'est juste pour donner des ordres de grandeur de dépenses. Ouais, la comparaison est Euh, éloquente, oui. Comment? Non, je dis la comparaison est éloquente, hein, effectivement, c'est... Voilà. Le LHC, donc le Large Hadron Collider au CERN, c'est 3 milliards 700 millions. Donc c'est quand même 10 fois plus que la construction du VLT. Une Coupe du Monde de foot en 2010, c'était 13 milliards. Et je mets tous les zéros hein, parce que ça parle plus que si on dit juste milliards ou millions. La même, en 2022, 220 milliards. Donc c'est 1000 fois plus que la construction du VLT, hein, la Coupe du Monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de Coupe du Monde de foot, encore une fois, hein, je laisse chacun juge. Alors celui-là, j'ai hésité à le garder dans la conférence parce que Bernard Tapie est décédé quand même. Mais ça donne aussi un ordre de grandeur. En 2008, il y a eu un arbitrage, hein, qui a été décidé par le gouvernement. Il me semble que c'était Christine Lagarde à l'époque qui avait pris la décision. Sûrement qu'on lui avait dit de prendre la décision, hein, mais ça n'a pas été par des juges, hein, ça a été une décision gouvernementale d'accorder 403 millions d'euros à Bernard Tapie, qui avait beaucoup souffert depuis les années 80 et les affaires dans lesquelles il avait été incriminé. Donc on lui a donné plus que ce qu'il fallait pour construire le VLT. Donc j'espère qu'avant de mourir, il a aussi bien utilisé son argent que les astronomes et les astrophysiciens. C'est vrai Mais il voilà. aurait pu financer un VLT et se garder quand même 73 millions d'euros, ce qui était déjà pas mal. Voilà, je ne juge pas, hein, c'est pas à moi de juger, encore une fois, mais voilà, c'est toujours pour remettre dans le contexte, parce qu'on nous reproche toujours que ce qu'on fait est cher, mais il faut le mettre en regard d'autres dépenses. Parce que on n'est pas en train de gérer notre budget personnel. Évidemment, pour nous, en tant qu'individu, ça nous paraît extraordinaire. Mais il faut voir ça à l'échelle d'un État, ou même dans le cas des eaux, c'est un regroupement d'une quinzaine d'États. Donc c'est à ça qu'il faut comparer. Une autre façon de voir, ça j'avais fait ça aussi, la mission Rosetta, j'espère que vous vous en souvenez, c'était en 2014, on avait pourchassé une comète, la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, et on s'est posé dessus avec le robot Philae. Là, c'était 1 milliard 400 millions d'euros, donc aussi énorme. Mais en fait, si on regarde le coût par citoyen européen, puisque c'était bon, l'ESA, j'avais pris les pays membres de l'ESA, je crois, hein, quand j'avais fait ça, ça nous a coûté 4 euros à chacun d'entre nous de réaliser la mission Rosetta sur 10 ans. Donc en gros, par an, c'était le prix d'un timbre-poste, en fait, ce que ça nous a coûté sur 10 ans. Donc voilà, ça aide encore une fois à relativiser. Et une autre façon de voir, c'est que à l'époque, les deux étaient quasiment en même temps. Il y a eu Rosetta et il y a eu Interstellar. Si vous êtes allé voir Interstellar, ça vous a coûté 10 euros en 2D, 12 euros en 3D, c'était les prix de l'époque à Grenoble, puisque moi j'étais à Grenoble à ce moment-là. Et voilà, ça vous a coûté plus cher d'aller voir Interstellar, donc d'aller voir de la fiction très bien faite hein, par ailleurs, que le vrai truc, quoi, En, d'aller envoyer Rosetta autour de 67p. en plus, le Donc scénario est discutable. Enfin, après, je veux pas lancer un débat parce que ça va se battre dans le chat, mais c'est discutable, hein, Interstellar. oui,
voilà, bon, il y a ceux qui aiment pas, mais bon, peu importe, mais c'est juste, encore une fois, pour parler du coût, quoi. Je veux dire, il faut bien comprendre ce dont il s'agit et pourquoi on fait ça. Enfin, je veux dire, ici, j'en ai pas eu le temps d'en parler, mais l'optique adaptative, dont j'ai parlé plusieurs fois, qui permet de corriger la turbulence atmosphérique, Olésia, ça a été transféré, et dans d'autres endroits aussi, pour faire du biomédical. C'est-à-dire que la technique qui permet de corriger les turbulences d'atmosphère, ça a été transféré pour corriger les turbulences de l'œil, pour aller faire de l'imagerie de la rétine et diagnostiquer des maladies de l'œil. Vous avez Muse, dont on a parlé, un des instruments. La technique qu'il utilise pour observer, c'est la spectrométrie intégrale de champ. On ne va pas expliquer ça en 2 minutes. C'est transféré vers le biomédical aussi pour faire de la tomographie du corps humain et essayer de diagnostiquer des cancers de manière non invasive. Donc en fait, tout ça, ça a quand même des applications. Et évidemment, les patients qui vont être traités avec ça, on ne va pas leur dire, vous savez, s'il n'y avait pas eu des télescopes au Chili, on n'aurait pas pu... non, parce que même les médecins ne sont pas au courant. Donc en fait, ce qu'on fait a des applications, mais déjà, nous, parfois, on n'est pas au courant. Et ensuite, les gens qui utilisent l'application ne sont pas au courant non plus que ça provient de l'astronomie. Donc en fait, c'est comme ça que fonctionne la science, malheureusement. Donc ça a une utilité. Et aussi, il y a l'aspect culturel. Hein. Je pense que quand il y a voilà, Coupe du monde de foot, des concerts, etc., on dépense quand même l'argent parce qu'on pense que c'est utile à la société. Peut-être que la science l'est aussi, je l'espère. Et une autre chose, on participe à la compréhension de l'univers. On revient toujours à cette phrase de conclusion, c'est que en fait, on dit qu'on étudie l'univers, mais nous sommes dans l'univers, nous sommes des bouts d'univers, on le sait, on est des poussières d'étoiles, nos particules, elles ont été un jour dans les étoiles, parce qu'on n'est pas fait que d'hélium et d'hydrogène, l'oxygène, tout ça, le carbone, le fer dans notre sang, ça a été forgé au cœur des étoiles, en particulier les étoiles que j'étudie, hein, les supergéantes rouges, et donc en fait, nous sommes des bouts d'univers, et nous sommes le produit de toute cette évolution nucléaire, en fait, atomique de l'univers, qui est passé juste d'une soupe d'hydrogène à nous. À travers nous, finalement, c'est l'univers, nous sommes l'univers qui essaie de s'observer et de se comprendre lui-même. Donc il y a déjà la vie qui est apparue, la conscience, l'univers a eu conscience de son existence à travers nous, et maintenant nous sommes l'univers en train de se comprendre lui-même. Donc je pense que c'est important, c'est-à-dire que c'est sans doute pas le métier le plus utile du monde, hein. Je pense que les gens qui sauvent des vies, qui essaient de faire en sorte que notre planète demeure habitable, ils ont un travail infiniment plus important, hein. Même les gens qui partagent ces connaissances, par exemple, avec des vidéos YouTube sur les glaciers, les glaciologues et la paléoclimatologie, font aussi quelque chose de sans doute peut-être plus important que nous, parce qu'ils nous aident à préserver notre planète. Mais ce que nous faisons, le fait de pouvoir permettre à l'univers de se comprendre lui-même, je pense que ça a un certain sens dans la grande marche de l'univers. On n'a pas de preuve qu'il y ait de vie ailleurs. Il y en a probablement, ce serait un sacré gâchis d'espace. Mais admettons que nous soyons peut-être seuls ou que les autres ne soient pas au même niveau de développement, qu'ils soient déjà éteints, qui sait. Nous sommes peut-être l'unique chance actuellement que l'univers a de se comprendre lui-même. Donc il faut quand même continuer un petit peu. Et en tout cas, il faut le faire de manière la plus raisonnable possible et en étant heureux, je pense. Parce qu'aussi, on peut être heureux. Écoutez, Miguel, dans le chat, les réactions sont unanimes. Miguel, ministre de la Recherche. Carl Oh, quelle Sagan. horreur, non, mon Dieu, trop de... La politique, c'est vraiment pas rigolo, hein. Honnêtement, c'est toutes ces postes à vos responsabilités, je connais des gens qui en ont, et moi, ça me plairait vraiment pas. Carl Sagan est parmi nous, dit-on aussi. Je pense que c'était cool. Je crois qu'on arrive un peu au bout de... On peut répondre à une ou deux questions, s'il y en a encore, peut-être. Allez, alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à vous exprimer. Alors, je remonte un peu parce qu'il y en a eu plus tôt, hein, ça c'est sûr. Donc là, il y a des réactions sur Interstellar, évidemment. Ah oui, oui. Attendez, on va changer de diapo. Voilà. Déjà, j'ai pas les pays membres de l'ESO, c'est pas grave. Si, je dois aller voir plus tôt. Est-ce qu'on peut juste mettre un fond rigolo? Ah, tiens, voilà, ça c'est beau. Voilà, ça c'est beau, voilà. Ça, on va comprendre où on est. Alors, on a... Oula, après, ça peut être technique, mais Trop Marais qui demande comment les variations de gravité terrestre influent les observations si elles les influencent.
influencent pardon, les observations. Bah, elles différencient pas parce que on reste au même endroit. Donc ça ne joue pas. La gravité là où on est, même si elle change que localement, donc non, ça n'influence pas. D'accord. Alors, on me fait remarquer que les scientifiques profitaient aussi du fait que les rois avaient besoin d'astrologues pour financer les observatoires. Donc, il faudra que j'approfondisse ce sujet. Oui, tout à fait, au Moyen Âge et même avant, hein, tous les grands astronomes dont on a les noms, ils ont fait des horoscopes. Mais déjà, ils avaient pas le choix, hein, on va dire. Mais on en est loin, hein. Il y a eu un divorce qui a eu lieu il y a quand même plusieurs siècles. Donc je refuse d'être tenu responsable de ce que mes prédécesseurs ont fait il y a plusieurs siècles, hein. Et vous-même, vous ne faites pas d'astrologue sous le manteau, Non, non, d'astrologie, non, pardon, non. Alors de d'horoscope. temps en temps, si, pour rigoler dans le chat pendant les trucs de rétro gaming, mais c'est tout. Et les jeunes en retire aucun bénéfice. Tiens, on salue. Généralement, j'en perds des points falafel, donc Ah bah oui, non, c'est pas. On salue Space Explorer Wendy qui débarque. non, Bonjour à toi. Whitney. Whitney. Whitney, à chaque fois je. Ah, mais à chaque fois en plus. Hein. À chaque fois, oui. Whitney, pardon. Je dis Wendy, je sais pas pourquoi. Bah écoutez, Miguel, on va vous remercier pour cette stream conférence. Ben, j'espère que ça vous a fait plaisir, hein, parce que on a improvisé ça encore une fois, hein. C'était Mais, complètement improvisé, mais je pense que, en plus, il y a eu du monde. Moi, je savais pas trop ce que ça allait donner en pleine journée, parce que c'est vrai que c'est pas un horaire de streaming habituel sur la chaîne, mais visiblement, les gens ont trouvé le chemin et ils sont venus. C'est cool. ben moi, enfin, voilà, c'était l'occasion de partager ça avec vous, de montrer comment ça marche, d'expliquer aussi un peu le fonctionnement et l'utilisation de ces télescopes, parce que je sais que c'est des questions qu'on me pose beaucoup, hein, et j'y réponds en conférence physique, mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion de la faire en ligne, et je me suis dit, bah, autant la faire. Là que j'étais, c'était vraiment une belle opportunité, et puis bah, enfin, voilà, c'est chouette. On a vu Meudon, et puis on a vu aussi le top du top, quoi. Ah ouais, là, prochaine étape, il faut qu'on aille sur le James Webb, mais ça va faire loin. Alors, écoutez, c'était un peu compliqué là. Moi, j'étais là au lancement quasiment, hein, mais là, oui, non, ça va pas être possible. Bon, en tout cas, il y a. Oui, une truffe nous dit le plus ouf, c'est que je me rappelle avoir suggéré en plaisantant à Miguel de faire un live, et il l'a fait, top respect. Alors, les gens vous Non, mais remercient. Hein. j'y pensais déjà, hein. Dès que j'ai décidé de venir, je me suis dit, ah, tiens, on pourrait essayer. Donc, en tout cas, bah, tout le monde vous remercie. Avec plaisir. Génocidax nous dit voilà pourquoi c'est notre astrophysicien préféré. Mais il faut en connaître plusieurs pour pouvoir dire ça. Non, mais on en connaît plusieurs, mais c'est pas pareil, quoi. Bah, ça me fait vraiment plaisir. Bah, j'aime bien cette communauté aussi. Et puis, je serai là jeudi soir, hein, fatigué, mais j'essaierai d'être un peu là. Donc, j'arrive à 6h à Paris, jeudi matin. 6h du matin, hein, donc. Mais j'essaierai de passer jeudi soir pour voir si on arrive à avancer là, sur ce maudit jeu. Ah bah, on a bien avancé. La semaine dernière, on a bien avancé. On a terminé tout le temple. Tout Oh, le c'est pas temple vrai. des Scrabs quasi. Ah bah pardon, je vous ai spoilé. Bah, vous verrez dans le replay. Ah ben félicitations en tout cas. On a bien avancé. D'accord, ah, ben, je suis content. Donc bah du coup, effectivement, pour ceux que ça intéresse, on se retrouvera jeudi pour le stream rétro gaming. Et pour ceux que ça intéresse aussi, la vidéo sur la paléoclimatologie qu'on avait vue un petit peu en avant-première dans un stream précédent va sortir sur YouTube. Soit demain soir, soit mercredi soir, mais elle est là, ça y est, elle est prête. 49 minutes 59 secondes. J'ai tout fait pour pas dépasser les 50. Donc voilà, la vidéo va arriver. Voilà le programme de cette semaine. Et bien sûr, oui, il y a des gens qui demandent s'il va y avoir un replay. Bien sûr, je vais mettre ce stream en replay immédiatement après la fin. Ne vous inquiétez pas. Et pour terminer, je propose qu'on fasse un raid chez Stardust. Il est en train excellente idée. de... Là, il a vu un article qui lui plaisait pas sur un truc qui disait que le spatial c'est pas bien parce que je sais plus quel était le titre de l'article sur lequel il était parti, mais je crois que ça disait l'aérospatial
des fusées nazies à la pollution atmosphérique. Enfin, c'est un article bon, qui lui a pas plu. Et donc, du coup, il est en train de faire un réact dessus. Donc, je pense que si vous vous intéressez à ces sujets, eh ben, on va terminer ce stream chez lui. Donc, je prépare le raid. Passez-lui le bonjour de ma part, parce que je ne pourrais pas suivre le raid. Bien sûr, mais passez le bonjour à Vincent de ma part. Puisque vous allez partir sur le tournage donc, du documentaire. Exactement. Qu'on a hâte de voir donc, dans quelques mois. Voilà. J'en profite au passage pour remercier Madame Bou et Génocidax pour leurs abonnements. Merci à vous. Et Génocidax nous dit bien sûr, ref au stream de la semaine dernière, un moment spatial, c'est un bon souvenir plus tard. Là aussi, il faut avoir vu le dernier stream pour comprendre. Je l'ai. Écoutez, merci à tous, un gros merci Miguel, et puis que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Le raid va démarrer, c'est parti. Ciao.